C'est parti. Voilà, mais bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette nouvelle conférence du blog Jardinons Sol Vivant. Et aujourd'hui, j'invite Guylaine Goulfier, qui bon, est une célèbre auteure et journaliste spécialisée dans le jardinage. Oui, 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 je vois que tu fais la modeste là, mais non, non. Je pense que beaucoup de gens ici te connaissent, hein. D'ailleurs, dites-le si vous avez déjà lu un livre de Guylaine là dans le chat. Comme ça me permettra de voir si vous arrivez à utiliser le chat aussi. Voilà. Si vous avez déjà lu un livre de Guylaine ou lu un article d'elle dans telle ou telle revue, vous pouvez le marquer dans le chat comme ça, ou ce que vous connaissez, ou les livres que vous connaissez d'elle, voilà. Donc, elle en a écrit un paquet, je vais en citer quelques-uns là, quand elle va se présenter. Il y avait notamment, et donc elle m'avait notamment, voilà, il y en a plusieurs, l'esprit des D'accord. brouilles, voilà, travail sur potager productif, voilà, je vois qu'il y en a même qui en ont plusieurs qui ont du mal à choisir, voilà. Voilà, donc Guylaine, tu es journaliste entre autres aux 4 saisons du jardinage. Voilà, là, donc auteur de plein de livres. Là, je vois Martine qui cite bien sûr La Révolution au potager, pour lequel tu m'avais contacté il y a beaucoup d'années. Hein, donc, tu as Pas écrit tant que ça, aussi. ne nous vieillit pas, ne nous vieillit pas. Ben, c'était quand? C'était en 2011, 2010 que j'ai T'as créé le créé ton blog. blog, il est sorti en 2012. Et voilà, et toi, je sais pas, ouais, peut-être, ouais, donc je crois que c'était dans les années 2011, tu m'as pas mal contacté, 2011, tu m'as même 2011. invité plusieurs fois dans ton émission de radio de l'époque. C'était Les Souris Vertes, je crois. Oui, C'est ça, que tu as animé pour une radio locale de Montargis, voilà, donc voilà. Et donc Guylaine a beaucoup de spécialités autour du jardin, entre autres de beaucoup s'intéresser à tout ce qui est mal aimé, puisque c'est le thème de ce soir. Et puisqu'elle est à la base spécialiste en protection des cultures de par ses études, n'est-ce pas Guylaine, que tu avais fait dans le sud de la France, à Carcassonne. à Carcassonne, BTS Carcassonne, protection des cultures. voilà. Après, ça va pas être évident de revenir au jardinage biologique à partir d'un BTS protection des cultures. Ah oui, mais parce que je m'étais complètement trompée en Ben choisissant ce voilà, BTS. Moi, je mais voulais être docteur des plantes. et voilà, c'est ça. Mais cela dit, j'imagine que cela t'a apporté beaucoup de connaissances sur justement les ravageurs, sur les maladies des cultures, et que cela va beaucoup nous servir, entre autres ce soir, n'est-ce pas? Ben non, c'est un petit peu le but. En fait, Voilà. c'est vrai que j'avais 18 ans, j'étais en terminale, j'avais vu des reportages sur l'élevage des coccinelles et puis des auxiliaires à Sophia Antipolis, à Antibes. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux soigner les plantes, je veux être docteur des plantes. Et au bout de 3 jours au BTS, j'ai compris que la finalité, c'était quand même de vendre des produits chimiques pour lutter contre les plantes. Donc, bon, j'ai quand même fait mon BTS parce que, par contre, il avait les connaissances que je cherchais. Il était très, très riche en biologie, hein. Biologie végétale, biologie animale. On apprenait les mauvaises herbes, la botanique, les champignons, etc., etc. Mais il a toujours été dit qu'une fois terminé ce BTS, je ferai tout autre chose, évidemment. Mais après, j'ai vécu dans une ferme avec des amis de ce BTS qui avaient mal tourné eux aussi, ils sont devenus maraîchères et céréaliers bio. Donc, je suis quand même restée dans le milieu agricole et j'ai toujours eu à cœur de continuer à diffuser l'information. Et donc, toutes mes années d'études, ça m'a aidé, en fait, pendant que moi, je pratiquais du jardinage biologique, à, ben, reconsidérer un petit peu en apprenant à connaître les champignons, les virus, les bactéries, les insectes, etc. Comment vivre avec et non pas lutter contre, mais avec quand même l'idée que certaines plantes ont des problèmes, hein, et qu'il faut arriver à comprendre comment on peut, euh, comment on peut solutionner ça en respectant les équilibres naturels. En effet, donc justement, on va voir deux de ces problèmes aujourd'hui. Alors, avant de passer à ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui a l'air de compatir avec ce que tu vis, un certain Ellie, qui est aussi, qui voulait médicamenter les plantes comme son papa les gens, apparemment, qui a changé aussi et qui a fait son stage au CRA d'Antibes. Donc voilà. Mais Et- salut Ellie. Salut, voilà. Donc quelqu'un qui a un itinéraire un peu parallèle à toi, apparemment. Peut-être fasciné lui aussi par l'élevage des coccinelles. Je sais pas, peut-être.
En tout cas, c'est un petit clin d'œil sympa. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, le thème du jour, voilà, on parler des mal-aimés. Sûrement qu'il y aura d'autres conférences sur ce thème-là. Et donc, pour ce soir, nous avons choisi une maladie, qui est une maladie assez courante, voilà, que je pense que vous avez à peu près tous observé au moins une fois dans votre vie sur des cucurbitacées, du rosier, de la vigne ou un truc comme ça, qui est l'oïdium. Et nous allons parler de la reine des mal-aimés, celle dont on parle tout le temps dès que je fais une conférence. Je ne peux pas faire une conférence sans qu'on m'en parle. C'est bien sûr les limaces. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de ces deux-là. Alors je vais vous inviter à focaliser vos questions sur ces deux ravageurs notamment. Voilà, si éventuellement vous avez vraiment des questions pressantes sur d'autres ravageurs, ben nous en prendrons note pour des futures conférences. Voilà, mais en tout cas, je vous invite à nous focaliser sur ces deux-là aujourd'hui. Ok, donc Guylaine, alors tout d'abord l'oïdium. Alors, justement, je vais commencer par une devinette, moi, les amis. Je vais vous. Alors, il faut que Alors, j'apprenne à je me vais. servir de Attends, Zoom. voilà, Donc, donc partager. je t'autorise le partage d'écran. Voilà, voilà, D'accord. Ok. vas-y. Voilà, super. Vous la voyez? Alors, on la voit en tout petit, peut-être, je sais pas si tu peux l'agrandir. Ah, Voilà, super. je sais Alors, pas si vous la voyez bien parce que la qualité n'est pas terrible. vas-y, ouais, elle est petite, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, cette plante a une maladie, mais la devinez-vous? Elle Alors, n'est pas facile. voilà, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez une idée de ce que c'est. Alors, quelqu'un nous dit oïdium sur courgette. Moi, je ne le vois pas trop l'oïdium là. Tu peux zoomer. Christian te demande de zoomer. Je sais pas si c'est possible, peut-être en faisant. Je sais pas Ah, si. j'ai pas choisi une image. J'ai Ouais, pas choisi une image assez grande. ouais, je sais pas. Bah, comme tu es sur Mac, je saurais pas te conseiller pour zoomer. Sur PC, je saurais te Ah, dire, mais sur Mac, je sais pas. j'ai élargi au maximum. Ouais. Mais je vais pas vous laisser le suspense plus longtemps. Je vais arrêter de partager cette image-là. Donc, en fait, vous avez vu, sur la feuille, il y avait des taches Mm. blanches. Bon, les taches blanches que l'on voit, plusieurs d'entre vous l'ont reconnu, c'est des taches naturelles, hein, puisque les feuilles de cucurbitacées, elles ont plus ou moins comme ça des taches Bah oui. blanches. C'est naturel. Mais il y avait des petits trous. C'était pas évident à voir. Non, c'était pas évident à voir. Bon, c'était pas très parlant. Enfin, en tout cas, si vous voyez une feuille de cucurbitacée qui a des petites taches blanches, la plupart du temps, c'est naturel, celle-ci. Bon, en revanche, je vais partager avec vous. J'espère qu'elle est de meilleure qualité, mon image. Bon, mes images, elles sont nulles. Euh, bon, on va arrêter. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, l'oïdium, de toute façon? La poudre blanche, voilà. Alors on vous entend pas, hein. Vous pouvez écrire. Je vois que Marthe essaie de parler, mais on vous entend pas. Voilà. Par contre, vous pouvez écrire dans le chat, hein. Voilà. Oui, voilà. D'accord. Bon, alors en fait, c'était très mauvaise photo. Voilà, maintenant c'était ma première visioconférence en Zoom. Je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse. Euh, voilà. Bon, ce que je vous ai montré, en fait, il y avait des petits trous dessus qui, avant de devenir des petits trous, font des petites taches. Mais ça, c'est pas de l'oïdium, c'est la cladiosporose. Voilà, c'est une bonne maladie. Le but de tout ça, c'est que souvent, quand on voit des feuilles, on a tous tendance à se dire ah, c'est ceci, cela. Par exemple, sur la tomate, s'il y a des taches sur la tomate, on a tous tendance à se dire ah, c'est le mildiou. Ouais, effectivement. Sur les concombres, les courgettes, etc. Dès qu'on voit une petite tache, on se dit ah, c'est l'oïdium. En l'occurrence, là, ça fait des petites taches jaunes qui après détachent et c'est la cladosporiose qui arrive très très rarement dans les jardins amateurs. En fait, pour l'oïdium, on le reconnaît assez facilement parce qu'on a des petites taches blanches qui apparaissent, qui se développent et qui forment un voile blanc qui va finir par recouvrir la feuille. Un voile un peu poudreux blanc. Et c'est pour ça que souvent l'oïdium est appelé aussi blanc ou meunier. Plus trop employé, mais ça s'appelait encore meunier. Donc ça, c'est une maladie qui apparaît souvent au printemps et en fin de période végétative. Chez beaucoup de plantes, beaucoup de plantes de toutes sortes. On peut citer le rosier, la vigne, par exemple. Oh, l'aster, le rosier, la vigne, les cucurbitacées, en fait, ce sont deux champignons
de champignons qui se décomposent en plusieurs sortes, en plusieurs espèces, voire plusieurs races d'oïdium, et qui vont attaquer des plantes spécifiques ou une grande gamme de plantes, mais il fonctionne quand même, tous ces oïdiums fonctionnent quand même de la même façon. Ce sont des champignons qui hivernent l'hiver sous forme dans des résidus de culture, sur des plantes sauvages. Donc on ne peut rien y faire. De l'oïdium, c'est comme quasiment tous les champignons, ils sont présents dans notre environnement et ils attendent leur heure. Et leur heure arrive en général quand il fait chaud, c'est-à-dire à peu près de 25 à 26 degrés. Donc voilà, c'est des belles journées de printemps, les belles journées de printemps humides, puisqu'il faut à peu près de 94 à 98% d'humidité relative dans l'air pour que le champignon apparaisse. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà eu des problèmes d'oïdium? Oui. Donc vous le reconnaissez. Attends, il y a quelqu'un qui nous a partagé une photo là. Ah, effectivement, sacrément avancée. Attends, je vais la Vous pouvez la partager. partager? Je vais la partager. Jack, voilà. Merci à tous de me Voilà, suppléer sur les photos. voilà, il y a voilà, un auditeur qui vient de partager cette photo-là. Effectivement, là, c'est sacrément avancé. Oui, alors on voit bien sur les feuilles en bas, on voit qu'au début ça démarre effectivement par des petites taches et puis après elles s'étendent et ça fait un voile comme ça qui peut recouvrir les feuilles. C'est vrai que c'est un bel oïdium. Ah oui, là, il est sacrément, on le voit bien là, hein. C'est un bel oïdium. Voilà, donc du coup, quand l'oïdium apparaît, enfin, quelle est ta réflexion? Comment tu Alors, réagis, toi? je réponds à la question de Lucie qui me dit est-ce que Ah oui, l'oïdium peut passer d'une variété d'une plante à l'autre si ce sont des oïdiums différents? Alors, de façon globale, hein, je vais vous faire un petit peu de protection des végétaux quand même, de façon globale. Comme on dit toujours les pucerons, le mildiou, l'oïdium, etc. Mais souvent, ce sont des maladies ou des ravageurs qui ont un nom d'espèce, un nom de genre et un nom d'espèce, et qui sont spécialisés. Par exemple, pour le mildiou de la tomate est le même que le mildiou, c'est le même champignon que celui qui atteint la pomme de terre. En revanche, ce n'est pas le même que celui qui atteint le poivron. C'est différent. Il y a le puceron vert du pêcher et il y a le puceron cendré du pommier. Et l'un ira, le puceron cendré n'ira pas sur le pêcher, le puceron vert du pêcher n'ira pas sur le pommier. Voilà. Mais par contre, en revanche, il y a des ravageurs, des maladies qui sont polyphages. C'est vraiment des gros goinfres et des gourmands, et eux, ils sont capables effectivement d'aller d'une plante sur l'autre. Malgré tout, si vous avez de l'oïdium sur vos cucurbitacées, en général, non, ils n'atteindront pas d'autres plantes à côté. Ils ont assez à se gaver sur sur vos cucurbitacées, il n'y a pas de problème. Moi, dans cette visioconférence, ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est de vous présenter ces enquiquineurs, en fait, hein, tous ces ennemis un petit peu des cultures qui nous embêtent, nous les jardiniers. Et je peux vous parler de comment on va les solutionner. Mais mon ambition, c'est vraiment de vous expliquer qu'en fait, ils ont un rôle dans l'écosystème et que c'est important de connaître ce rôle pour justement savoir comment vivre avec eux ou les limiter s'il est nécessaire de les limiter. En l'occurrence, dites-moi ce que vous préférez pour l'oïdium. Est-ce que vous préférez que je vous dise tout de suite comment on fait pour essayer de solutionner le problème, ou est-ce que vous voulez qu'on parle tout de suite de quel peut être leur rôle? À quoi ça sert l'oïdium? Ou c'est juste pour enquiquiner les jardiniers? Pour apparemment, faire des trucs moches dans le jardin? apparemment, pour l'instant, tout le monde répond leur rôle, hein. Voilà. Voilà, donc tu penses que tu peux y aller, hein. Et j'ai eu, au début, quand j'ai travaillé sur Révolution au potager, en l'occurrence, et puis quand la permaculture est arrivée, quand je travaillais pour les 4 saisons, au tout début, on était beaucoup dans le traitement naturel. Comment on peut traiter de façon
la plus naturelle possible les maladies. Et puis est arrivée progressivement la permaculture, qui nous invite à ne pas lutter contre la nature, mais à faire avec. Et moi, j'ai rencontré et interviewé un monsieur formidable dont on va beaucoup parler dans la seconde partie sur la limace. Je suppose que ceux qui le connaissent voient de qui je veux parler, donc à savoir Covès, Hervé Covès. Et avec Hervé, nous avons beaucoup parlé des insectes, des ravageurs. Mais en revanche, on n'a pas parlé des maladies. Et donc, je me suis demandé pourquoi il existait tout à une place. Dans l'écosystème, tout a une place. Donc, à quoi pouvaient bien servir ces satanés champignons, satanés maladies? Et je me disais, mais qu'est-ce qui existe dans la nature? Parce que c'est ça la permaculture, hein, on essaye de se référer à la nature. Et dans la nature, je ne voyais pas vraiment de maladies. Ou les maladies que je connaissais qui ravageaient vraiment les ormes, les platanes, etc., c'était vraiment des champignons, des maladies que nous avions importées de notre continent. Mais en indigène, je ne voyais pas. Sauf une exception, qui était l'oïdium. Est-ce que ça vous est arrivé quand vous vous promenez en forêt au printemps, de voir des petites pousses comme ça, des petits plants de chêne? Vous savez, ça germe tout en même temps. Et souvent, sur ces petits plants de chêne, on voit donc une poudre blanche, donc c'est de l'oïdium. Est-ce que ça vous parle? J'ai même dans le tout premier livre que j'ai coécrit sur le BRF, il y a une photo de plants de chêne avec de l'oïdium. De l'oïdium. Et je me suis dit, bah si, quand même, en fait, il y a quand même une maladie. Il y a quand même une maladie que je peux voir, c'est cet oïdium sur les petits chênes. Pour moi, la conclusion de ça, c'est que l'oïdium, comme les champignons, ce sont des nettoyeurs, des régulateurs. Quand dans la nature, les plantes sont trop serrées, trop denses, donc ça fait un milieu qui est humide, pas aéré, ben souvent, ce sont les conditions favorables de l'oïdium. Comme les plantes sont trop denses, et il y a une humidité relative qui est plus importante à ce niveau-là, et là, c'est là où les champignons vont proliférer, puisque ce sont leurs conditions favorables. Et souvent, ces petits chênes, vous avez vu, ça germe où le gland est tombé. Tous ces petits chênes, s'ils se développaient tous pareil, aucun arbre ne pourrait se développer parce qu'il y aurait une trop grosse concurrence vers la lumière pour l'espace et l'accès au soleil, en fait, la place au soleil. Donc, l'oïdium arrive et détruit les plus faibles. Mais les plus faibles, c'est ceux qui n'auraient pas pu se développer. Ils ne seraient jamais devenus des arbres. Et en nettoyant, en retirant la plupart des plus faibles des petits arbres, et ça laisse la place à des plants de chêne de se développer. Donc, quelque part, ça joue un rôle de régulateur. Et dans notre jardin, notamment dans le potager, puisque c'est quand même un petit peu de ça ou dans les massifs de fleurs, hein, pareil, souvent nous faisons de la monoculture, où nous plantons serré, puisque voilà. Et dès que c'est serré, eh ben souvent, on peut avoir une attaque. Et le rôle, il est là, en fait. Il est soit d'épuiser certaines plantes, de les fatiguer, pour permettre à celles qui sont plus solides de se développer. Donc, partant de là, ben voilà, c'est son rôle. Toutes les populations ne peuvent pas arriver à terme, donc il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait grâce aux champignons. Donc au printemps, puisque je vous avais dit tout à l'heure, il y a deux périodes principales pour l'oïdium. Hein, c'est vraiment quand il fait chaud, à partir de 18 degrés en fait en général, et dès qu'il fait humide. Et ça, ce sont des conditions que l'on retrouve et au printemps et en fin d'été. En fait, période végétative de nos cucurbitacées, si on parle des cucurbitacées. En été, il fait trop chaud, le champignon, il est inhibé à partir de 32 degrés à peu près. Le champignon, il fait trop chaud pour lui, il arrête de fonctionner. Et en hiver, évidemment, il fait trop froid et puis il hiverne. Pour moi, le rôle de l'oïdium, c'est
ben voilà, de réguler. Quand on a des plantations qui sont trop denses dans le potager, de réguler un petit peu tout ça. On élimine certains plants et hop. Donc la maladie est un messager qui nous indique d'éventuelles erreurs de culture. Après, il y a l'autre cas, et c'est celui que je trouve le plus intéressant. On a souvent quand même beaucoup d'oïdium en fin de saison, sur nos légumes, sur nos plantes, mais surtout sur les légumes. Enfin, c'est même rare d'avoir des courges, des concombres, des courgettes sans avoir une petite attaque d'oïdium. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas grave parce que l'oïdium, c'est typiquement une maladie de vieillesse. Si vous observez vos courgettes à la fin de la saison, voilà, pas au tout début, mais quand la courgette vieillit, à la fin, on a souvent sur les vieilles feuilles une attaque d'oïdium. Est-ce que vous l'avez constaté ça déjà sur vos courgettes? Je vois qu'il y a Ellie qui est en grande forme là, dans le chat, là. Ah oui. Qui nous parle du coronoïdium qui attaque les plus faibles et les vieux aussi, voilà, d'accord. Oh là 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 là, mon Dieu, on n'aurait pas dû parler de maladie, c'est toi qui voulais le dire. Voilà, par contre, il y a Martine Delomo qui nous fait des commentaires beaucoup plus sérieux, notamment sur l'alternance sec-humide qui favorise l'oïdium, et aussi une question qu'elle avait posée il y a un petit moment sur le fait que l'oïdium peut être prévenu par une meilleure alimentation des plantes. Est-ce que... Euh, non, pas forcément. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que le fait qu'on donne des apports azotés, quand on donne plus d'azote aux plantes, elles sont plus sensibles aux maladies. Ouais. C'est logique. Si vous vous mettez dans la tête que, si on imagine hein, que le rôle dans la vie du champignon, c'est d'être un régulateur et que dès qu'il voit que les plantes sont un peu trop denses pour bien pousser chacune, si on met de l'azote, la plante va avoir un feuillage plus important. Ça va favoriser la croissance du feuillage. Donc, ça va densifier la plante, l'air circulera moins et ça les rend plus sensibles aux maladies. Alors, si dans meilleure alimentation, c'est une alimentation plus équilibrée, mais nous les jardiniers, pour arriver à trouver quels sont les besoins des plantes, c'est pas fastoche parce qu'en général, on les booste à l'azote et c'est pas bon pour elles. Euh, je pense qu'il faut entendre le message. Le message du champignon. Le message du champignon, c'est cette plante est trop dense. Il faut faire de la place aux autres autour. Il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut que chaque plante puisse s'épanouir en ayant sa place au soleil. Ouh là c'est un peu serré. Là, il y a beaucoup de la même chose. Je vais intervenir, je vais limiter un petit peu tout ça, je vais affaiblir un peu certaines plantes pour que toutes puissent se développer. Donc, ça intervient comme ça au printemps, parce que les conditions sont bonnes. Donc, ce n'est pas l'alternance chaud-sec. C'est simplement que, de toute façon, vos spores de champignons sont toujours là. Et elles attendent, puisque c'est au féminin les spores, elles attendent le bon moment pour agir. Et donc, le bon moment, c'est quand il y a un certain degré d'humidité et un certain degré de chaleur. Au printemps, quand il fait froid et humide, ça ne marche pas. Dès que les températures deviennent plus élevées, avec toujours de l'humidité, pof, ça sort. Après arrive l'été, il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. Les conditions sont de nouveau défavorables. Par contre, en fin de saison, fin du mois d'août, souvent on a un petit peu de pluie, ou en septembre, particulièrement en septembre, on a beaucoup plus d'humidité tout en conservant de la douceur. Les conditions sont bonnes pour la plupart des champignons et ils rejouent leur rôle de régulateur. Et quand arrive justement la fin de la période, imaginons un pied de courgette, hein, vous l'avez planté en juin, il a donné tout juillet, il arrive un petit peu vers la fin de son cycle végétatif, la fin août. Bon, on a eu une petite pluie d'orage, il y a de l'humidité, il fait chaud de nouveau, pof, une attaque d'oïdium. Et là, il va jouer un autre rôle encore. La plante s'est développée. Mais par contre, la plante est en fin de vie. Et donc, l'oïdium ne va jamais attaquer les jeunes feuilles. L'oïdium, il va attaquer les vieilles feuilles, les feuilles les plus âgées de la plante. Je ne sais pas si vous avez vraiment observé. En fait, on a l'impression que ça couvre la plante et
Oui, Stéphanie le dit, c'est exactement ça. Parce que l'oïdium, en fait, n'attaque pas les fruits, il ne touche pas du tout aux fruits, il n'attaque que les feuilles, les tiges éventuellement, mais que les vieilles. L'oïdium est une maladie de vieillesse qui nous... Bon, maintenant, avec Eddie qui nous a fait des réflexions sur le coronavirus, j'ose pas dire ce que je veux dire, hein. Vas-y, vas-y. Malin. Non, c'est trop tard, hein. Oh, c'est horrible. Ça limite les vieux. Non, en fait, c'est un nettoyeur, quoi. C'est un Léon. C'est c'est celui qui nettoie après le passage de la mafia, quoi. Ça, mais ça va permettre d'éliminer les vieilles feuilles. Ça va leur permettre de, parce que une fois que le champignon s'est établi, la feuille jaunie se dessèche, sèche, et ça laisse de la place finalement pour les jeunes feuilles pour se développer. Et vous pouvez le constater si vous n'intervenez pas sur un plant de courgettes ou de courges ou de concombres, ça va absolument pas empêcher la plante en fin de saison de continuer à faire leurs fruits, à ce que celles-ci mûrissent. Et je te vois te marrer, Gilles. Non, je regarde les commentaires qu'il y a dans le chat. Voilà. Et donc voilà. Moi, ce que je tire de la leçon que nous donne l'oïdium, c'est qu'il est là pour réguler. En fait, il est au service de l'écosystème, de la nature. Il est là pour faire en sorte que euh, les plantes, dans un même lieu, en sociologie, en fait, dans leur groupe, soient le mieux étagées possible pour l'accès à la lumière et assez de place pour que l'air circule, qu'elles aient de l'air, leur place au soleil, et également pour qu'elle soit suffisamment diversifiée, Et parce qu'il y a une du coup, collaboration. ça peut rejoindre là, parce que je vois qu'il y a Léa Coulon qui demande si elle dit qu'elle a sur des jeunes pieds de tomates, si elle demande, elle dit qu'elle enlève les feuilles touchées à chaque fois, mais est-ce que c'est pertinent de faire comme ça? Bah, à t'entendre, ça Sur, sent ça sur des pieds de tomates. C'est surprenant d'ailleurs, les pieds de tomates que de l'oïdium. si, parce que souvent on Ouais, conseille ça. ouais. On conseille, mais bon, il n'y a pas d'oïdium sur la Sur la tomate, il y a tomate, très ouais. peu d'oïdium, hein. Ouais. Mais par contre, il y a plein de taches. Les tomates sont des plantes extrêmement réactives et il leur arrive tout un tas de trucs sur leurs feuilles. Elles vont se colorer, elles vont se crisper, elles vont se boursoufler, elles vont s'abaisser, ou alors elles vont se tacheter. On voit beaucoup ça au printemps, là, hein, comme il y a des petits coups de chaud, des petits coups de froid, etc. Euh, Moi, je pense que ça sert à rien. Voilà. Je pense que ça sert à rien. La seule maladie grave sur la tomate, c'est le mildiou. Et puis de toute façon, à partir du moment où des feuilles manifestent du mildiou sur la tomate, c'est foutu, quoi. C'est fichu, ça veut dire que le champignon est déjà dans la plante. Bon, pour l'oïdium, moi je pense pas que ce soit nécessaire en fin de. Je distingue quand même au printemps, ou si vous avez une très forte attaque, effectivement, ça va affecter le feuillage et bon, effectivement, du coup, la plante aura moins de photosynthèse puisqu'elle aura plus de feuillage atteint et ça va la limiter puisque c'est le rôle du mildiou, c'est de réguler un petit peu. Moi, je pense que le message du mildiou au printemps, c'est qu'il vous dit c'est trop la même culture ou ça a été planté trop dense. Là, justement, il y a Kos qui nous pose une question sur que ces bourraches, l'oïdium se manifeste alors que les plantes sont encore jeunes et n'ont pas fini de pousser. Oui, Elles ne sont au pas du tout printemps. serrées et l'oïdium revient chaque année. C'est étonnant alors que la bourrache, en plus, c'est quand même une plante assez rustique. C'est assez Euh, surprenant cette observation. Est-ce que d'abord ça se manifeste au printemps? Alors, apparemment, les plantes sont encore jeunes. Je pense que la bourrache, vu qu'on peut la semer un peu n'importe quand, c'est difficile de savoir si c'est le printemps là. Euh, Ouais, là, c'est pas précisé là, donc je ne saurais pas te dire. Écosse, est-ce que c'est au printemps ou pas? Voilà, je Ma pourrais bourrache te. est pleine d'oïdium en ce moment. Ouais. Donc en ce moment, ouais, ok. Printemps. Ok. D'accord. Donc c'est ce que je vous expliquais. Hein, c'est ce que je vous expliquais. En fait, il y a deux formes. Enfin, le mildiou attaque à deux périodes. Quand il attaque au printemps, c'est en même temps la bourrache quand ça pousse, c'est quand même super dense comme plante. Euh, Ça vient chaque année. Est-ce que vous laissez l'oïdium, est-ce que vous intervenez COS ou pas, puisque vous le voyez chaque année?
Je peux même donner. Attends, je peux me donner éventuellement le micro à Cos. Je sais pas si ça va marcher. Tiens, Cos, voilà, j'ai activé le micro. Allô, allô. Ah, je sais pas s'il nous entend. Non, apparemment. Non, apparemment ça ne marche pas. Il ne doit pas avoir de micro. Ok. Ouais, par contre, ouais, Bon, effectivement, Ellie le dit, la console en général, ça se ressème de façon assez dense, la bourrache. Euh, hein. voilà, il y Oui, a beaucoup de. parce que c'est pas forcément la même chose. Hein, c'est pas l'oïdium qui atteint la bourrache n'atteint pas obligatoirement l'oïdium. Bon, mais la bourrache, la consoude, toutes ces plantes sont des plantes qui se ressèment spontanément et souvent les semis sont très très denses. Et je pense que c'est comme pour les petits chênes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une histoire de tout ne pourrait pas se développer. Et donc l'oïdium joue son rôle de régulateur en attaquant. Les plus costauds survivent, survivent à l'oïdium et se développent en fait. Donc il faut vraiment faire la distinction. Hein. C'est ça. En général, vous éclaircissez vos plants de consoude ou vos plants de bourrache ou vos semis spontanés comme ça qui sont semés un petit peu denses et le problème se résout. Souvent c'est ça. Alors, il y a, je vois qu'il y a une autre question aussi. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour son rosier aussi. Je vais remonter, voilà. Sur le rosier, bon, j'imagine que c'est la même idée de toute façon, que c'est au printemps quand c'est trop dense et peut-être en fin de saison sur les vieilles feuilles. Je ne sais pas trop ce que Euh, c'est Amy qui euh, posait cette question-là. le message là, l'interprétation, le message de l'oïdium pour un rosier, c'est est-il assez aéré? Est-ce, par exemple, si c'est un rosier grimpant, ça arrive souvent sur les rosiers grimpants qui sont un petit peu trop près du mur. Donc, il y a parfois des problèmes de circulation de l'air. Ah. Alors voilà, et pour un gros pied de courge, par exemple, attaqué au printemps, le message est-il que c'est trop dense, même s'il y a un seul pied? La solution serait d'éclaircir les feuilles les plus vieilles? Demande Lucie. Bon, alors au Toujours printemps, délicat. non, non, au printemps, touche pas. L'histoire des feuilles les plus vieilles, hein, donc c'est l'automne, c'est la fin de l'été, c'est la fin du cycle végétatif de la plante. L'oïdium s'attaque aux feuilles les plus vieilles et puis quelque part les nettoie, quoi, les enlève. C'est pas grave, on peut le laisser Ouais. faire, mais on peut pas l'appliquer au printemps. On peut pas l'appliquer au printemps parce que là, votre plant, il a vraiment besoin de toutes ces feuilles pour se développer. Et c'est mieux que quand il aura une quantité suffisante de feuilles, qu'il pourra alimenter en fait les futurs fruits en fait. Donc là, non. Euh, Vous voyez, c'est compliqué. Il y a la densité. Alors, la densité, on comprend bien que l'air circule pas bien si les plantes sont plantées trop denses ou pas suffisamment espacées les unes des autres. Mais parfois, dans le jardin, on a des zones qui sont un petit peu plus humides parce qu'on va être contre une haie, qu'il va y avoir un petit mouvement de terrain. Souvent, le message, il est plutôt là. Après, il faut voir et il faut relativiser aussi. Moi, quand j'ai fait mon BTS agricole, hein, donc mon but après, c'était de donner des conseils aux agriculteurs, de leur faire un diagnostic pour leur conseiller des produits de traitement. Euh, mais ces agriculteurs, les produits de traitement étant quand même, les pesticides, c'est cher, avaient toujours ce qu'on appliquait, même les pires des agriculteurs conventionnels, appliquaient un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance. Donc ce seuil de tolérance, c'est ok, j'ai un ravageur, j'ai une maladie, mais est-ce que les dégâts sont suffisamment importants pour que j'investisse de quoi lutter contre ce problème? Et dans certains cas, eh ben, les agriculteurs ne traitent pas, même s'ils sont chimiques à fond, parce que ça ne vaut pas le coup. Et nous, les jardiniers, on ne l'applique pas, ce seuil de tolérance, souvent. C'est-à-dire que on les aime tellement, nos petites plantes, on les chouchoute, on dit nos tomates, nos rosiers, etc., que dès qu'on voit une petite morsure, une bestiole, une limace, une maladie, une tache, ça nous fait paniquer, on a l'impression que ça va détruire la plante.
l'oïdium, il passe souvent, hein. Vous voyez, dès que les températures deviennent un petit peu trop élevées, c'est trop pour eux. C'est trop pour eux. Ils n'aiment pas la pluie non plus. Non plus. S'il pleut dessus, ils n'aiment pas la présence d'eau liquide. Ils ont besoin d'humidité, mais ils n'aiment pas l'eau liquide. Donc, eux-mêmes sont régulés. L'oïdium a un prédateur. L'oïdium est lui-même parasité. Donc, quand la régulation a eu lieu, quand les champignons ont fait leur boulot, eux-mêmes sont régulés. Et c'est ça l'écosystème. C'est arriver à un équilibre. Et les régulateurs sont régulés à leur tour. Alors, je vois, il y avait Mais quelques, peut-être avant de passer aux limaces, parce que là, l'heure tourne, voilà, je vois qu'il y avait quelques petites questions. Voilà, quelqu'un qui confirmait voilà, que pour les rosiers, laisser un espace de 5 cm avec le mur. Donc, mais chez Béné 2, là, donc l'oïdium, pour les rosiers plantés sous les arbres, normal, du coup, hein, par rapport à ce que tu as dit. Et lui oui. qui demande si on peut laisser les feuilles enlevées par terre ou les mettre au compost, et ça augmente la contamination. Du coup, je pense que tu as plus ou moins répondu à ça, puisque de toute Bah, manière, le porc si on les enlève, évidemment, vous les retirez. Parce que effectivement, hein, ce voile blanc que vous voyez, c'est des spores. ouais. Et les spores sont portés par le vent. Mais dites-vous bien quelque chose quand même. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens où quand l'oïdium, il est présent dans l'environnement. Donc vous pouvez l'enlever, mais ça n'empêchera pas l'oïdium de revenir. Parce qu'il est partout. Il est partout dans la nature, en fait. Transporté par... euh, alors, le mildiou est dans le sol. L'oïdium, moins. Plutôt dans les débris végétaux. Je vois qu'il y a Steph qui nous fait une belle transition peut-être avec la suite là et qui mange Oui. les champis, les limaces. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une Ah, mais c'est la transition, c'est pas une c'est bonne la transition transition ça pour la formidable. suite? Je vous donne juste quand même, si euh, mon conseil, en automne, vous n'intervenez pas sur l'oïdium, ça sert à rien du tout. Ça vous signale juste que votre plante est en fin de cycle. Sur tout ce qui est courge, potimarron, etc., vous laissez l'oïdium faire, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça n'empêche absolument pas les plantes, les fruits de mûrir. Donc, vous ne faites rien, vous laissez les feuilles, vous laissez le champignon faire son boulot tout simplement. Au printemps, en ce moment, ça peut être plus embêtant parce que si votre plante est jeune, l'oïdium va faire jaunir et se nécroser les feuillages et là, votre plante, elle a besoin de plus de choses. Donc, il y a deux solutions qui sont toutes les deux naturelles. Le produit naturel que l'on utilise contre l'oïdium, c'est le soufre. Alors, je sais qu'il n'a pas bonne presse, mais je rappelle que le soufre n'est pas un métal, fait pas partie des métaux lourds, hein, que c'est un produit naturel hein, qui est extrait, qui n'est pas issu de la chimie de synthèse, donc ce n'est pas un produit chimique, et il n'est pas fongicide. Il n'est pas fongicide dans le sens où il ne tue pas l'oïdium. Il ne tue pas les champignons. Et il va agir, c'est pas lui-même qui agit, ce sont ses vapeurs. Quand il fait chaud, l'oïdium qu'on a pulvérisé ou qu'on a poudré tout simplement, ou qu'on a mis dans une coupelle sous les plantes, les vapeurs vont s'élever, vont envelopper la plante et ça va agir d'une façon qui est mystérieuse, même pour les professionnels en protection des végétaux, ça reste mystérieux. Il semble que ça stimule les défenses naturelles de la plante. Ça reste un petit peu mystérieux. Hein. C'est par stimulation. De la même façon qu'on utiliserait un purin ou un extrait végétal de quelque chose. C'est le produit qui a sauvé de la ruine et de la famine certains gros producteurs, notamment les vignerons. Hein, c'était des attaques d'oïdium sur la vigne. C'était terrible. Quand ils ont trouvé l'effet du soufre, ça les a sauvés. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser le soufre, Élie, soufre et sulfate et sulfite, le soufre, c'est un élément, c'est l'élément soufre. Le sulfate, il peut y avoir des sulfates de plein de choses, sulfate de cuivre notamment, hein, parce qu'on sulfate les pommes de terre pour lutter contre le mildiou. Et les sulfites, c'est le soufre que l'on met dans le vin pour arrêter l'évolution du vin.
Mais en l'occurrence, c'est juste un élément naturel qui va faire de la vapeur, qui va stimuler les forces naturelles de la plante. Et puis aussi, Avec pour aller un peu plus loin là-dessus sur l'histoire du soufre, là, c'est vrai que c'est voilà, c'est en fait les différents états du soufre, en fait, soufre, sulfate, sulfite. D'ailleurs, sulfite, en fait, c'est un anglicisme, hein, c'est sulfure en français. Le sulfure, c'est en condition très réduite, c'est le soufre, c'est le lieu en soufre avec 2 qu'on va trouver vraiment en profondeur dans la terre. Le soufre, c'est le soufre à l'état pur, jaune, et le sulfate, c'est la forme oxydée qui est la majoritaire en surface, quoi. Et voilà. il est produit naturellement dans les volcans, en fait, dans les zones volcaniques, en fait. C'est de là qu'il remonte depuis le manteau terrestre, en fait. C'est Donc pas voilà. fossile, non, non, c'est pas fossile. C'est un élément qui est cyclé vraiment depuis le manteau terrestre, à travers les volcans, il remonte en surface, de là il est dissous dans les eaux, etc. Il y a vraiment un cycle du soufre qui vient depuis la. C'est pas du tout un élément fossile comme le pétrole ou le charbon, pas du tout. C'est vraiment un élément purement minéral, quoi. Pas du Oui, tout ce qu'on c'est appelle ça, un pétrole. c'est minéral, c'est un minéral, donc c'est vraiment d'origine naturelle. Bon, après, le soufre, c'est vraiment le plus efficace contre l'oïdium, mais il a quand même un défaut certain, c'est qu'à partir d'une trentaine de degrés, ou non, même avant, à partir de 26 degrés à peu près, il devient phytotoxique. C'est-à-dire qu'il peut brûler les tissus végétaux. Les vapeurs peuvent brûler les tissus végétaux. Et de toute façon, l'oïdium, il est rétamé à partir de 30 degrés. Euh, il y a une alternative. Sur le réseau, on nous cite énormément d'alternatives. Elles ne sont pas démontrées. Par contre, une alternative qui, elle, a vraiment été étudiée, qui semble fonctionner, effectivement, c'est de le remplacer par du lait dilué dans de l'eau. Bon, ça, cela aurait, je parle au conditionnel quand même, également un effet. J'avais déjà fait moi sur un mildiou d'août, ça n'avait pas eu d'effet très probant. Du coup j'ai arrêté, puis bon finalement, mais j'ai observé comme tu dis que en fait Ça passe. en fait ouais, ça passe. Ouais. Ça passe Allez, et c'est pas très grave. On fait la transition bon, sur on la va faire la limace. transition sur les limaces parce que l'heure tourne effectivement. Oui. Donc Alors là, nous allons je parler pense des que bon, champignons. voilà, il y aurait d'autres questions bon, sur l'ail, le bicarbonate, mais bon je pense que c'est quand même des produits Non, bon, mais peut-être un laissez peu tomber tout ouais, ça. Là, voilà, le bicarbonate, tous les trucs qui se lient. Si ça marchait, ça serait commercialisé. Dites-vous le bien. Les professionnels, ils n'achèteraient pas des produits qui leur coûtent la peau des fesses. Ils feraient leur truc d'ail, hein. Ils feraient du bicarbonate. Le bicarbonate serait vendu par les entreprises. Je rappelle un truc important quand même, parce que je vais revenir sur la limace. Depuis janvier 2019 est appliquée la loi Labbé, Joël Labbé, qui dit que les jardiniers, on ne peut plus commercialiser auprès des jardiniers amateurs des produits issus de la chimie de synthèse. Ce ne peut être que des produits naturels, jugés toxicologiquement comme non dangereux toxicologiquement. Donc, il n'y a plus de produits chimiques de synthèse. Et c'est comme ça que le Roundup n'est plus à base de glyphosate, mais est à base d'acide acétique, à savoir du vinaigre. C'est-à-dire qu'on vend aux jardiniers amateurs un herbicide naturel à base de vinaigre. Donc, si le bicarbonate de soude fonctionnait sur l'oïdium, vous êtes sûr qu'il vous serait vendu sous des noms autres d'ailleurs, sous des noms bizarres. Hein. sous des noms autres. Et pour pouvoir être vendu, pour que le bicarbonate soit vendu, pour qu'un produit soit vendu en France, et bon, en France en tout cas, il doit faire la preuve de son efficacité, de sa non-toxicologie, mais aussi de son efficacité. Donc le bicarbonate n'a pas fait la preuve de son efficacité contre l'oïdium, ni contre le mildiou d'ailleurs, et c'est pour cela qu'il n'est pas commercialisé. Le bicarbonate, ça ne marche pas. Voilà. Et je vois, il y a René Rock qui nous dit c'est exactement ça. Le soufre, on n'est pas obligé de le pulvériser sur la plante. On peut le mettre effectivement dans une bouteille couchée, percée de trous, ou dans une coupelle, tout simplement, parce que ce sont ces vapeurs. La chaleur va le faire. J'ai perdu le mot technique, mais ce sont les vapeurs qui vont s'évaporer, Sublimé. qui vont agir. Mais puisque nous parlons de champignons, la transition est excellente pour nous parler de l'ennemi numéro 1 du jardinier, la limace. Alors moi, j'ai une question pour vous pour démarrer. À votre avis,
Que mange la limace? À vos réponses. D'abord, oui, les limaces. Il y en a 15 sortes. Ah là, Les oula, radis, c'est la faux. divers, les champignons, le blob, nos plantes, les champignons. Les Voilà. radis. Mais ça, Des végétaux en décomposition, des ouah, salades, ça fuse. Ce qu'elle trouve, oui. les végétaux chétifs, certaines carnivores, mes jeunes plants, les végétaux en décomposition, mes fraises mûres, mes Oui, végétaux abîmés, voilà. Voilà, on a eu un beau florilège là. oui, Je je pense pense que qu'avec là, ça, tu peux partir avec ça déjà. allez, on va partir avec ça. Euh, non, je ne vous donne pas l'anecdote d'Hervé Covès parce que je vais tous vous renvoyer vers sa super vidéo gestion holistique des limaces, hein, où il nous explique. Moi, j'ai découvert que les limaces étaient un prédateur des truffes. Les limaces, ça bouffe les truffes, donc c'est un problème des trufficulteurs. Mais je vous le. Ah, j'adore. Ah, Christian, en Inde, les limaces ne mangent que des végétaux morts. D'accord. En fait, vous nous dites que les limaces noires françaises, hein, c'est des sagouins, quoi, par rapport aux indiennes. Ok. Donc, moi, je vous rappelle que mon leitmotiv à moi, c'est I love limace. J'aime les limaces. Je trouve que la limace est un incroyable mal-aimé, vraiment injustement mal-aimé. Donc, que mangent les limaces? Pour répondre à la question. Les limaces, à plus de 90%, ça mange des champignons. 80, peut-être 98% des champignons. Ça mange des champignons et de toutes sortes. Alors, ça mange les champignons qu'on trouve dans les bois, évidemment. Évidemment, hein, vous avez tous voulu ramasser un cep et puis vous êtes tous aperçus que dessous, il y avait plein de petites limaces. Une grosse limace orange sur un champignon, donc les champignons des bois. Mais ça mange aussi les champignons de la décomposition. Donc, ça participe, c'est pas toi qui me diras le contraire, Gilles, ça participe grandement à la décomposition. Ça ne mange pas les végétaux en décomposition. En fait, ça mange les champignons qui décomposent les végétaux morts. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est ça qu'elles recherchent, les limaces. Elles vont toujours chercher les champignons. Donc, elles vont manger les champignons de la décomposition. Et quand vous parlez des fraises mûres, hein, elles ne viennent pas manger les fraises, elles s'en foutent des fraises. Elles s'en fichent totalement, c'est pas leur truc. Sinon, on trouverait des limaces partout en train de tout manger. Ce qu'elles viennent manger dans les fraises très mûres, c'est que souvent les fraises très mûres, elles tournent, ou la partie qui est en contact avec le sol commence à se décomposer. Ou certaines fraises, comme elles sont très mûres, ont été attaquées par des insectes, des oiseaux, des petits rongeurs qui sont venus grignoter. Et dès que c'est trop mûr ou blessé, eh ben des champignons se développent dessus pour les décomposer et la limace arrive pour manger les champignons de la décomposition. C'est pas elle qui blesse les fruits qu'elle vient de manger, c'est parce que les fruits, les fraises en l'occurrence, ont été blessés que les limaces arrivent. Et par contre, c'est systématique. S'il y a quelque chose en décomposition, on va avoir de grandes chances d'avoir une limace si c'est au niveau du sol. Ça, c'est évident. Donc, elle mange ces champignons-là, qui sont les champignons de la décomposition. Donc, elle participe vraiment à la décomposition de la matière organique. Ce sont des éboueuses, clairement. Ensuite, elles vont manger tous les champignons. Donc, elles vont manger également les champignons pathogènes. Par exemple, une limace, elle peut venir manger de l'oïdium. Elles vont venir manger du botrytis. Elles vont venir manger tout ce qui fait que les plantes se décomposent. Et si vous prenez une grosse salade verte bien paumée, ben vous allez parfois trouver des limaces entre les feuilles de vos salades. Effectivement. C'est vrai, mais est-ce que vous avez déjà vu des cœurs de salade grignotés par les limaces? Non. Bon, si vous me Oui. dites oui, je suis mal, hein. Oui, non. Il y en a qui disent oui, il y a deux oui, et puis sinon il y a des non. Oui, mais c'est des oui à quoi? Ah, je sais pas. Quasiment jamais, non. Pas de cœur de salade, non. Je n'ai pas de salade à couper. Nathalie, c'est parce que les limaces ont mangé quand c'était des jeunes plants, c'est peut-être pour ça.
Peut-être. Non, je suis pas gentil là. Ah non, 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 j'ai de la salade à couper, pardon, j'avais mal lu. Oui, J'ai de la oui, salade à oui. couper, donc il n'y a pas de cœur, quoi. Non, non. En revanche, ce qu'elles viennent manger, ce sont les feuilles abîmées de la salade qui sont sur les côtés. Parce que les feuilles qui sont sur les côtés sont en contact avec le sol, c'est les plus vieilles. Et comme les champignons sont des régulateurs qui attaquent le feuillage le plus vieux, ce sont elles que les limaces viennent manger. Et je le... Oui. Là, on est bien d'accord, hein, je vous parle de salades bien adultes, des belles salades bien paumées, hein, Ouais. des salades bien paumées. Donc, en fait, ce qu'elles viennent chercher sur cette belle grosse salade paumée, ce sont vraiment les feuilles abîmées, parce qu'elles viennent manger les champignons des feuilles abîmées, pas les tissus végétaux, en fait. Voilà. On le garde en tête pour l'instant. Et elles viennent manger tous les trucs en décomposition. Donc, si on a euh, je sais, mais même quand elles sont pas mûres, les fraises, des fois, elles s'abîment parce qu'elles sont en contact avec le sol et que l'humidité les fait un petit peu pourrir. Et dès qu'il y a une pourriture, pof, la limace arrive. Parce que elles viennent faire ça. Ensuite, elles mangent une troisième catégorie de champignons qui est très importante, mais qui est moins connue parce que pas visible. Ce ne sont pas les champignons qu'il y a dans la litière en décomposition, ce sont les champignons qu'il y a dans le sol, mais vraiment dans le sol, au niveau des racines. Donc les mycorhizes, que vous connaissez peut-être un tout petit peu plus quand même maintenant parce qu'on en parle pas mal, mais il n'y a pas que les mycorhizes dans le sol, il y a vraiment tout un réseau de champignons divers et variés qui sont parfois associés aux racines des plantes, mais qui ne le sont pas toujours, et qui forment comme ça un grand réseau dans le sol. Donc ces champignons ne sont pas à l'air libre, donc ils ne peuvent pas, leurs spores ne peuvent pas être transportés par le vent. Et, euh, et pourtant, il faut qu'ils se reproduisent, ces champignons. Et c'est là qu'intervient la limace. La limace va dans le sol, elle creuse des galeries et elle consomme ces champignons du sol. Bon, alors vous allez me dire, c'est des bons champignons, c'est des champignons indispensables pour la vie des plantes. Bon, elle les boulotte, hein, ça c'est vrai. C'est comme ça qu'elle mange les truffes d'ailleurs. Parce que les truffes, c'est une mycorhize. Et voilà. Mais elle a un truc incroyable, cette limace, hein, vraiment. D'abord, elle transporte les spores. Elle transporte les spores parce que les spores des champignons, les bactéries, euh, tous les micro-organismes se collent à la surface de leur corps. Donc c'est un bus sanitaire, quoi. Ça transporte tous les micro-organismes comme ça dans le sol, dans les galeries. Mais elle a un truc incroyable, la limace, c'est que donc elle mange les champignons. Et puis, évidemment, elle a un transit intestinal comme tout le monde et elle les excrète. Et alors, elle fait un truc, mais d'enfer, c'est que les champignons pathogènes, ceux qui mangent les plantes, elle les digère parfaitement. Elle les digère, elle les excrète pas. En revanche, elle excrète les spores des champignons du sol. Et en se déplaçant et en faisant ces cacas pleins de spores de bons champignons du sol, elle les diffuse. Donc, on considère que non seulement elle régule les maladies, parce qu'elle permet d'éliminer les spores des champignons pathogènes, mais en plus, elle diffuse dans le sol, euh, elle diffuse dans les spores des bons champignons. Les scientifiques disent même d'ailleurs, que la limace est à la vie du sol, ce qu'est l'abeille à la pollinisation. Carrément. Bon, moi j'espère qu'après cette révélation, vous allez voir les limaces autrement et que vous allez vous dire que c'est des cupidons d'amour du sol. C'est nos petits cupidons de la vie du sol. Alors, Et, là, Guylaine, je coupe, il y a deux questions qui reviennent sans cesse. Je pense que tu vas y oui, venir, mais voilà, c'est l'histoire des jeunes plants, donc je sais que tu vas y venir. Et plein de gens qui veulent savoir si c'est pareil pour les escargots. oui. Euh, c'est des gastéropodes, oui. Oui, c'est pareil pour les escargots, peut-être un petit peu moins. En tout cas, pour les champignons du sol, je ne saurais pas l'affirmer. Mais oui, escargot, limace, même combat.
Euh, oui, oui, a priori, ils ont ce même effet, en tout cas sur les spores des champignons, sur le fait d'excréter, et en tout cas de réguler les maladies. Et puis, ils ont le même mode d'alimentation. Les escargots aussi recherchent les champignons. Mais vous constaterez, hein, les escargots, quand on les nourrit, ce qu'on leur donne, c'est pas des, on leur donne des plantes moribondes, en fait. Des plantes qu'on a coupées. D'ailleurs, quand on a un plant de salade qui est attaqué par les limaces ou par les escargots, notre réflexe, c'est de le couper. Et comme ça, ils iront voir un autre plant. Et il y a des expériences qui ont été faites qui montrent que souvent les plants se font harakiri. C'est-à-dire qu'une laitue qui est attaquée, un plant de laitue qui est attaqué par les limaces ou les escargots, émettent des substances qui attirent les autres limaces. Je vous mettrai des liens, hein, on vous mettra des liens. Il y avait Terre d'Humus qui avait fait toute une expérience là-dessus qui était assez rigolote. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, ben, la limace, pour l'instant, dans ce que je vous dis, elle a que des avantages. Elle nous sert d'éboueur, elle nous sert de régulateur de maladies, et elle nous sert aussi de cupidon du sol, donc hein, de bus sanitaire, etc., etc. Elle fait des galeries, elle aère le sol, etc. C'est très bien. Alors vous allez me dire, bah alors, oui, mais moi, dans mon jardin, elle me bouffe mes plantes quand même. Hein. Il y en a plein qui disent ça d'ailleurs dans le chat, hein. Notamment Eh ben, Ellie qui est désespérée pour ses haricots, et puis d'autres pour leur salade, je sais plus. j'y viens, parce que le problème de la Voilà. limace, c'est qu'elle a un super gros défaut. Ah oui, il y en Elle a a, pour Steph, c'est des plants de choux et de courgettes. Voilà, il y en a, voilà. oui, oui, oui. Non, Amy, mais c'est pour ses vous salades, inquiétez voilà. pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Oui, je ne suis pas en train de nier que la limace, elle nous enquiquine. Ça, c'est sûr. Moi aussi, elle me bouffe mes plants. Comme tout le monde, parce qu'elle a un gros, gros, gros défaut. Elle mange à 90%, 98% des champignons, mais il leur manque une enzyme digestive aux limaces qu'elles ne peuvent pas produire, qu'elles ne peuvent pas produire elles-mêmes et qu'elles sont obligées d'aller chercher à l'extérieur. Et cette enzyme manque de peau. Il se trouve dans les jeunes tissus des végétaux. Mais les jeunes tissus, dès que le végétau grandit, vieillit, qu'il élabore son feuillage, il se durcit, ces tissus végétaux se durcissent et perdent cette enzyme. C'est pour ça que les limaces, elles attaquent essentiellement nos semis, les cotylédons, voilà, les plantules, les pousses et les jeunes feuillages. Vous ne trouvez pas de laitue attaquant le cœur de vos salades. Ça serait plus facile de manger une plante bien développée. Et limaces attaquant le corps des salades, tu veux dire. Les limaces, elles attaquent pas les végétaux bien développés. Vos choux, vos grandes feuilles de chou, quand votre chou est bien poussé, il n'est plus attaqué par les limaces. Vos gros gros pieds de courgettes ne sont plus attaqués par les limaces. Ah, d'ailleurs, j'ai un truc marrant j'ai un de mes choux de Bruxelles au jardin qui est magnifique. Il a les feuilles nickel, mais il y a une feuille qui est complètement bouffée par les limaces. Une feuille. Je sais pas. Ah, c'est curieux, je sais pas pourquoi. C'est la feuille qui s'est fait harakiri. C'est celle Voilà, qui c'est se fait ça, je pour sais les pas. autres. Mais toutes les autres sont magnifiques. Mais en tout cas, en fait, qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Pourquoi elles nous mangent nos plants? Pourquoi elles nous mangent nos semis? Et pourquoi elles nous mangent nos pousses, nos jeunes feuilles d'osta? En plus, elles ont des préférences comme ça, les limaces, parce que elles ne viennent pas chercher les tissus végétaux pour eux-mêmes. Elles n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de ce carbone-là. Ce qu'elles viennent chercher, c'est l'enzyme que contiennent les jeunes tissus végétaux. Et quand elles ne les ont pas attaqués, qui peuvent pousser, quand ils vieillissent, qu'ils grandissent, ils n'ont plus cette enzyme et n'intéressent plus les limaces et les escargots. Ça ne les intéresse plus du tout. Ils viennent chercher cette amylase. Bon, maintenant, je vais tous vous inviter à vous mettre dans la peau d'une limace. Vous hivernez, vous sortez au printemps, et puis vous commencez à manger, mais pour arriver à digérer, arriver à digérer ce que vous mangez, tous ces bons champignons qu'il y a un petit peu partout, qui se réveillent pareil, et vous avez besoin de votre enzyme, quoi. Euh, bon, et ben, vous allez aller dans la nature, mais la nature se réveille. Donc, il va falloir quand même que vous fassiez du chemin hein, pour trouver votre petite plantule, votre petite levée comme ça, etc. Et là, merveille de merveille, s'offre à vous un terrain tout nu, ou mieux, couvert de paille,
sous laquelle vous allez pouvoir trouver l'humidité qui est parfaite pour vous et vous mettre à l'abri de vos prédateurs. Super. Et là, entre de la paille, il y a des petits plants. Il y a des petits plants de laitue là en ligne. Ou un beau rang de semis de haricots, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le frigo et vous prenez ce que vous avez droit devant vous. Vous allez dans la nature chasser le plant, le jeune plant à droite, à gauche. Et bon, ben voilà quoi. C'est un petit peu. Moi, je serais une limace, c'est ce que je ferais. Hein. Je crois que potager, ça serait comme un frigo, quoi. J'ouvrirais la porte et je prendrais ce qu'il y a plutôt qu'aller chercher à droite et gauche dans la forêt de quoi trouver ma dose d'enzymes. Donc voilà, évidemment, on ouvre le frigo. Alors, je vois qu'il y a Stéphanie qui dit qu'elle s'est fait manger une courgette de 40 centimètres de haut en une nuit. C'est quand même surprenant, une courgette aussi haute en aussi peu de temps. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est des limaces qui ont mangé la courgette? Ça paraît, bon, après, voilà, Stéphanie Est-ce va que pouvoir répondre c'est. dans le chat. Sinon, il y a aussi Céline qui observe qu'elle a des vieilles feuilles de cartes qui sont complètement trouées. Et, oula, du coup, oui, Stéphanie dort la nuit, donc elle ne peut pas confirmer que c'est des limaces. Non, mais justement. Donc moi, je vous rappelle ce qui se passe mais il y avait des. Oui, oui, oui. Je pense que c'est le même cas que la fraise. C'est-à-dire que la fraise a pourri sur un côté ou a été attaquée ou il y a eu un trou. Ça arrive sur les tomates, j'ai vu passer un truc de tomate. Effectivement. Un oiseau pique le fruit, la courgette, un rongeur va grignoter et des champignons vont immédiatement se développer. Et le lendemain, soit vous voyez l'escargot ou la limace dedans, soit vous voyez le mucus de l'escargot ou de la limace. Vous voyez ces traces. Mais c'est pas parce qu'en plus ils sont pas discrets, c'est vrai, les gastéropodes sont pas discrets. Ils tracent, ils signent leur présence. Mais c'est pas parce qu'ils sont venus que c'est eux qui ont provoqué le dégât. Le dégât a pu avoir lieu parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a pas l'enzyme qui les intéresse dans un fruit. Non, il n'y a pas cette enzyme dans le fruit, ça ne les intéresse pas. Par contre, en revanche, s'il y a une blessure quelconque, pas forcément un rongeur, mais parfois c'est juste un frottement sur le sol, il y a eu une blessure, il y a eu des champignons qui se sont mis et ils viennent bouffer des champignons. C'est, c'est, euh, on la déteste vraiment, hein, on les déteste, les limaces et les Ah, il y a escargots, Finn vraiment. qui, il y a Finn qui nous demande pourquoi elle ne reste pas dans le compost. Parce que dans le compost, elles vont trouver les champignons qui font partie de leur alimentation, mais que pour digérer les champignons, elles ont besoin de cette enzyme. Et que cette enzyme, elles ne le trouveront jamais dans le compost. Elles ne le trouveront pas non plus si vous leur mettez des déchets en décomposition. Elles ont besoin de jeunes tissus végétaux. On les voit beaucoup, beaucoup au printemps. Il y a deux périodes pour les limaces, un peu comme le l'iodium d'ailleurs. Il y a le printemps et il y a à la sortie. Alors, euh, oui, Ellie, oui, c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'elles vont manger les débris morts, mais elles auront toujours besoin d'enzymes pour pouvoir les manger. Mais on les voit à deux périodes. À la sortie de l'hiver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétaux, et que du coup, si on leur en met à disposition, eh ben, elles vont le manger. Voilà. Et puis, après, en été, généralement, quand il fait chaud et sec, elles se mettent un petit peu en repos. Pas comme en hiver, mais quand même un petit peu en repos. Et elles vont ressortir au printemps quand il va y avoir plus, en automne, pardon, quand il va y avoir plus d'humidité. Et là, de nouveau, elles peuvent faire des dégâts qui seront quand même moindres qu'au printemps. Mais au printemps, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas encore dans la nature énormément de tissus végétaux jeunes qu'elles font ça. Alors qu'en automne, on voit moins les dégâts parce qu'il y a une plus grande diversité et qu'elles trouvent facilement ce qu'elles veulent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant cela? Leur donner de la verdure.
tout à l'heure, je ne sais plus qui dans le chat disait qu'elle n'avait pas de laitue paumée, mais qu'elle avait la laitue à couper. C'est Si, Nathalie. au printemps, plutôt que faire de la laitue paumée, je réponds tout de suite à Robert. Robert et tous les autres, je ne vais pas vous parler de barrières anti-limaces. Je ne vais pas vous parler de barrières de cendres, des coquilles, des bogues de châtaignier pour ceux qui ont des bogues de châtaignier et qui, eux, ne se piqueront pas les doigts comme moi, etc. etc. Les barrières, bon, quoi que la bogue de châtaignier, mais il faut juste avoir des châtaigniers. Mais, et puis pas avoir peur de se piquer. Mais toutes ces barrières-là, le marc de café, les épines de pin, etc., ça peut Ah, Les, marcher, la les aiguilles, cendre les aiguilles de pain, Guylaine, s'il te plaît, les aiguilles. des aiguilles. Mais Voilà. c'est le côté piquant de la bogue de châtaignier qui m'a perturbé. Effectivement. Je te Bon, taquine. les cendres, etc., etc., oui, bien sûr qu'elles vont pas aller sur la cendre. Elles vont pas aller sur la cendre pendant 20 minutes. Mais dès qu'il y a une rosée, il n'y a pas besoin de Dès qu'il pluie. pleut, c'est sûr. Dès qu'il y a une humidité, dès qu'il y a une rosée, tout ça s'humidifie et elle passe allègrement dessus. Bah, c'est un petit peu comme le bicarbonate et tout ça. Tous ces trucs-là que tout le monde dit chaque année. Si ça marchait, il n'y aurait pas de problème avec la limace et on n'en parlerait pas là d'ailleurs, en fait. Donc, tous ces trucs-là, chacun fait ses expériences. Moi, c'est pas là-dessus que je compte. Moi, je me dis, c'est un super auxiliaire, la limace. Comment je peux faire pour vivre avec elle? Je sais que, en fait, elles viennent chercher. Certains ont peut-être lu Hervé Covès d'ailleurs. Elles viennent chercher donc cette enzyme dans des jeunes tissus végétaux. Donc, il faut leur donner vraiment de la jeune verdure. Donc, eh ben, plutôt que faire des salades paumées, on sème une ligne de laitue à couper. Et je vous promets que ça n'arrive jamais qu'une rangée de laitue à couper soit dévastée par les limaces. Ça n'arrive pas. Ensuite, eh ben, on diversifie le plus possible ces végétaux. On diversifie le plus possible ces végétaux. On fait, je sais pas, on plante, effectivement, on peut planter des laitues paumées, mais on les plante par-ci, par-là. Au milieu d'autres plantes. Ou alors, on sème en engrais verts. On sème des engrais verts. Et ce qu'elle aime particulièrement, la limace, parce que les limaces, elles ont des préférences en plus. Hein. Et, elles adorent les crucifères, enfin, maintenant les brassicacées. Elles adorent ça, elles adorent les choux. Donc, vous pouvez faire deux choses. Par exemple, vous pouvez faire entre vos rangs de légumes, vous ensemencez avec de la moutarde. La moutarde, ça pousse très très vite. Donc, elles vont avoir très très rapidement cette petite verdure qu'elles viennent rechercher. Dès que la moutarde commence à lever un petit peu, bah, vous la fauchez, vous la mettez. Ça a laissé le temps aux jeunes plants de légumes de pousser un petit peu plus et d'avoir moins d'enzymes. À vos semis, par exemple. Une fois que c'est poussé, ça ne va plus intéresser les haricots. Les limaces ne mangent pas les gros haricots non plus. Les pépinières de choux. Vous laissez un de vos choux-fleurs ou un de vos choux paumés monter à graines. Et les choux, c'est incroyable. Ça fait une quantité de graines faramineuses. Vous récoltez les graines et puis vous faites une rangée comme ça de petits choux. Vous prenez les plants les plus beaux, vous les mettez en pépinière, vous laissez les autres pour les limaces. Et ensuite, de façon globale et générale, et ça s'adresse à tous les problèmes au jardin, que ce soit tous les ravageurs ou toutes les maladies, vous diversifiez le plus possible vos plantes pour que ça ressemble à un fouillis et plus à un frigo, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ce que tu dis, d'ailleurs, c'est qu'il y a des céréaliers, je crois, notamment si on veut faire un céréale derrière colza, par exemple, qui laisse les repousses de colza s'implanter. Comme ça, ça protège les pousses de céréales qui sont implantées après à l'automne, quoi. Bah, Les certainement, bases vont en priorité sur les jeunes pousses certainement, de colza. Ouais. certainement. Alors, bon, hein, je suis moins calée en agriculture, hein, Ouais. parce Par, que par ce que rapport à... je dis s'applique au jardin, hein, souvent. Hein. Oh, mais souvent, Oui. les principes sont les mêmes, c'est juste l'échelle qui change, c'est tout. Hein. Je Mais ce dis, qu'on supporte, la différence, c'est également ce qu'on supporte. ouais. Ce qu'on supporte dans le potager, on ne peut souvent pas le supporter en productivité, en Bien sûr. maraîchage ou quand on est professionnel.
Et c'est effectivement, c'est mais ça justement, effectivement, il y avait Lucie qui demandait si on pouvait planter des jeunes plants à manger Mais pour protéger les nôtres, donc ça répond à sa question là, effectivement. je vois Béné 2, moutarde bannie chez moi du fait des altises. Mais de toute manière, que vous semiez ou pas de la moutarde pour vos limaces, ça n'empêchera pas les altises de venir quand même. Donc, et elles n'auront pas le temps de venir, vos altises, en fait. Parce que la moutarde vous la laisserez pas évoluer, en fait. Et c'est un petit peu avant les altises. Les problèmes des limaces, parce que dans le jardin, on a tout le temps, on a une chronologie des problèmes. D'abord, il y a les limaces, après les altises. Mais c'est juste au tout démarrage, au tout printemps, puisque la moutarde a la faculté de germer à très basse température. Donc, si vous la semez au mois de février, elle va pousser pile poil pour les limaces. Et elle n'aura pas le temps d'être là pour vos altises. Vive la moutarde. D'accord. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, là, c'est CG1 qui nous dit qu'un couvert végétal rabattu leur plaît bien, ça vient de Yann Lopez, qui est un adepte de l'agriculture naturelle, effectivement, qui est maraîcher, je crois, dans Ouais. le Limousin, il me semble. Ouais, donc ça rejoint aussi un peu ce que tu dis. Voilà, par contre, à part que là, c'est un couvert rabattu, donc oui, du coup, qui est en train de pourrir, qui a pris qui commence Oui, à capoter. mais là, ça va être de nouveau les Les champignons. champignons, c'est ça. Ça va être la décomposition qui va les attirer. Après, il y a des choses, évidemment, sur la régulation naturelle, hein, qui est de laisser des tas de bois. Mhm. Laisser des tas de bois parce que ça va attirer certains prédateurs des limaces. Il y a une régulation. Mais moi, je vous invite aussi à quelque chose. On réagit très fort. Il y a plein de limaces. Moi, je ne sais pas chez vous cette année. Bon, alors, il a fait très sec. Et puis après, vers fin avril jusqu'à mi-mai, on a eu enfin de l'eau. Et là, évidemment, moi, j'avais plein d'escargots et j'avais des limaces. Mais j'ai pas observé de dégâts. Mhm. Donc, il y a des années où on voit beaucoup de limaces et pas vraiment de. C'est pas parce qu'on a beaucoup de pucerons, beaucoup de limaces, beaucoup de punaises, beaucoup de quelque chose qu'on a obligatoirement des dégâts. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse la différence entre la présence de ce que l'on voit et qu'on observe nos plantes et qu'on regarde est-ce que réellement il y a des dégâts. euh, on peut avoir des plantes dévastées par des plantes de courge, par exemple, complètement dévastées par les limaces, c'est vrai, mais on n'aura jamais le potager dévasté par les limaces. Ça ne mange pas tout. Ça ne mange pas tout. Il y a Finn qui pose une question qui va un peu dans le sens que tu dis. Et si on plante des plants plus développés, est-ce qu'on aura moins de dégâts? Oui, ça peut être une solution. Ça peut être que si on laisse les plants euh, grandir, vieillir, ils seront beaucoup moins attractifs pour les limaces. Hmm, ouais. Mais je ne sais pas si vous l'avez observé, moi je l'ai observé l'an dernier. J'avais mis mes plants et elles ont mangé les feuilles, les plus jeunes, mais j'avais quand même des feuilles qui étaient un peu développées et elles ont mangé le pourtour, mais ça n'a pas empêché les plantes de continuer à pousser en fait, parce qu'elles n'avaient pas tout mangé. Des fois elles bouffent tout, surtout pour les semis, mais voilà. Après, pour laisser vieillir les plants, il y a une balance à faire entre que le feuillage soit assez vieux pour être moins attractif pour les limaces et le fait qu'il ne faut pas que le plant souffre en restant trop longtemps en développement. Moi, je vois passer beaucoup ça, hein, des plants de courgettes notamment. On attend les seins de glace pour les planter. Du coup, les plantes poussent, ils commencent à fleurir dans le pot. Et ça c'est trop. Si la plante fleurit, c'est qu'elle souffre et qu'elle va finir son cycle prématurément. Donc, oui, on peut les élever un peu plus longtemps. À ce moment-là, on a intérêt à les repiquer dans des pots plus grands, si on a vraiment des problèmes de limaces. Ouais. Mais il ne faut pas les laisser dans un contenant trop petit. Je vois Alors, iPhone de Fine, des plantes de tomates plantées en plein gazon, il n'y a pas eu de problème parce que c'était plus difficile pour la limace de trouver le plant de tomate comme dans le gazon. Dans la nature, les limaces et les escargots ne dévastent pas tout. Ils n'ont pas intérêt à tout dévaster de toute manière. Mais c'est simplement que
c'est mieux, c'est mieux réparti. Ce qu'ils mangent est équilibré, en fait, par rapport à tout ce que la nature offre. Un autre problème dans le jardin, dans le potager, notamment, ou dans les massifs, en fait, de plantes, c'est que souvent, on a quelques plantes, pas beaucoup, pas énormément, et bien espacées, bien régulées, enfin, bien espacées. Donc, c'est facile pour les limaces de se concentrer sur une rangée de laitue. C'est beaucoup plus difficile de trouver la laitue si, dans un mesclun, par exemple. Si, si vous avez semé des radis, de la laitue à couper, des carottes en même temps. La limace, elle va jamais dévaster une rangée comme ça de plantes. Par contre, si vous avez un petit plant de laitue, très charmant, là, avec ses deux petites feuilles pleines d'enzymes, et puis espacées, et puis la limace, elle prend la rangée, et hop. Ah oui, je vais te revenir un peu sur les questions. Je vois que oui, Paillage avec de la paille, c'est mieux lorsque les plants sont plus grands. Ah, c'est une autre question, mais moi, je déconseille tout le temps la paille, de toute manière. Donc, la paille, elle va pondre dessous. Mais quand les plants sont plus grands, les plants n'intéressent pas les limaces. Les plants, quand ils sont âgés, ne contiennent plus d'enzymes et ça n'intéresse plus les limaces. Alors, le paillage va favoriser les limaces. Mais comme on a vu, j'espère que vous l'avez tous noté, que la limace, elle est la bienvenue parce que c'est bon signe qu'il y ait des limaces, hein. Ça veut dire qu'il va y avoir une bonne vie du sol, hein. Euh, donc, alors, si je déconseille la paille, avec quoi couvrir le sol, qui va être particulièrement bien pour la limace, c'est de la couvrir avec les déchets que vous destinez à votre compost, si vous n'êtes pas très regardant sur l'esthétique, ou alors de la tonte de gazon, ou les feuilles abîmées de vos légumes, hein, justement. ou de l'herbe. Abîmées des salades, de l'herbe. Je vois, Moi, je... moi, je suis dans un jardin partagé, je vois de l'herbe. Tous les jardiniers sont ravis de me débarrasser, de se débarrasser chez moi de l'herbe qu'ils ont. Et voilà, je peux avoir des tonnes d'herbe extrêmement facilement juste en allant dans les jardins autour, quoi. Oui, et ça sera mieux. Et là, tu peux en toucher un mot. C'est très bien de la matière verte comme ça pour pailler le jardin en ce moment. En ce moment, c'est plus Génial, riche en eau, c'est mieux. c'est clair. Euh, Voilà, le foin et Martine nous confirme que le foin est meilleur. Moi aussi, j'aime beaucoup le foin ou l'herbe en général, hein, sans qu'elle ait forcément la qualité de foin. Euh, Alors, oui, Steph, apparemment, c'est du maraîchage. Je n'ai pas assez de déchets pour couvrir 1 hectare, effectivement. Mais par contre, du foin, ça peut se faire. Il y a des maraîchers dans le réseau oui, de mais maraîchage au Steph, sol vous vous vivant rappelez qui. ce que j'ai dit? J'ai dit que l'autre solution, plutôt que pailler le sol, c'est aussi d'avoir recours aux engrais verts. Parce que si vous mettez dans les passe-pieds entre les légumes, dans les rangées, quoi, dans les allées, si vous mettez un engrais vert, du sarrasin, du trèfle, que sais-je, de la moutarde, etc., vous diversifiez vos cultures et justement, si vous n'avez pas assez de déchets pour couvrir, surtout 1 hectare, vous pouvez. Ah bon, après, on tombe dans le maraîchage sol vivant, qui est plus le Mm. domaine de Gilles, Effectivement. mais la clé pour réguler les problèmes de ravageurs comme les limaces, c'est la diversité. La diversité, le plus de plantes vivantes possible, le plus de plantes vivantes possible. Et c'est vrai que plus un jardin est diversifié, moins il y a d'attaques dedans. Parce que ça s'équilibre finalement. Et je vois Steph qui rajoute que je paille avec du foin de luzerne. Clairement, le foin de luzerne, c'est un super foin, hein. Au niveau du maraîchage, ça donne quand même Ah de très ouais, bons c'est résultats, super, hein. c'est C'est super. c'est un très bon résultat. Effectivement, les limaces adorent, mais ça n'empêche que c'est au niveau de l'impact D'ailleurs, sur le sol, c'est quand même j'ai très un positif. conseil pour vous tous. Là, je parlais de diversité dans le potager, puis des fois, on n'a pas assez de matière organique pour pailler le sol. Ce que vous pouvez faire, c'est planter quelques pieds de luzerne dans un potager. Quelques pieds, hein. Ça fait une touffe qui est vivace, avec des racines qui vont très très profondément, et vous pouvez régulièrement raser vos 2, 3 pieds de luzerne, hein, pour couvrir le sol. Si vous n'avez pas de tonte, si vous n'avez pas d'herbe. Ça c'est très bien. Ça se décompose très bien, c'est parfait. Alors, il y a Adrien qui a laissé plusieurs commentaires à propos de l'eau. D'ailleurs, j'ai vu il en avait parlé un peu au-dessus, ouais, que l'eau serait le principal ennemi de la limace.
L'eau. L'eau, je sais pas trop ce que ça pourrait être bien Euh, que ça pourrait être bien que tu précises, Adrien. Robert, quid du BRF? Bon, je pense que le BRF, c'est un peu la même histoire que le reste, hein, le ça. BRF va développer des champignons. Voilà. Ça va pas régler le problème. Voilà. Euh, La luzerne ne s'étend pas. Je sais alors, on que peut faire des rigoles autour on peut faire des rigoles et des rivières autour de chaque légume, mais c'est un peu c'est un compliqué. peu compliqué, ouais. C'est le but de les noyer, ouais, c'est pas très clair. La luzerne, oui, alors la luzerne ne s'étend pas, demande Marie-Laurence. Alors c'est vrai que la luzerne, je me souviens qu'il y avait quand même Jean-Marie Lespinasse qui a beaucoup travaillé avec la luzerne Oui. et qui après a fait des expériences avec d'autres légumineuses vivaces parce qu'effectivement il avait quand même quelques problèmes d'envahissement sur le long terme, qui finissait par avoir des problèmes d'envahissement avec la luzerne. Mais Peut-être c'est vrai qu'il a que laissé se ressemer. voilà, Moi, c'est ça. chaque fois que j'en Peut-être, ai eu dans peut-être, le voilà. jardin, j'ai laissé se ressemer en fait. C'est ça. Dès qu'elle poussait, hop, je la tendais à la main, hein, comme ça. Je prenais les brins et puis je les mettais par terre. Et après, il faut voir que la luzerne n'est pas la seule légumineuse vivace. Si vous voyez que la luzerne, effectivement, est trop envahissante chez vous, ben, essayez du lotier, essayez du sainfoin, essayez d'autres légumineuses vivaces qui ont des propriétés similaires en termes de qualité du foin. Et puis, Oui, la limace ne peut pas franchir l'eau, oui, c'est ça. Donc c'était l'idée, effectivement, que la limace, que de faire apparemment des fossés autour du potager. Mais après, effectivement, ça paraît c'est compliqué un à peu le gérer, château effectivement. fort, les douves autour du potager. Il faut voir Euh, comment je le fais. C'est avec des moules, on peut le faire avec des moules à donuts. Moi, je l'ai fait sur mesure avec l'imprimante 3D. Wow, c'est trop. Wow. Bah écoute, Adrien, tu nous posteras des photos parce que là, Oui, c'est oui, c'est franchement intéressant, c'est rigolo. même tu peux même poster là la photo si si tu en as une sur internet, tu mets le lien et je peux des douves, voilà. Ça, c'est pas mal, hein. Ah oui, C'est des douves, voilà. ça, Bon, c'est des pourquoi oui, douves. des douves, Mais des douves à limaces. c'est un peu compliqué quand même. Donc Martine Delomo qui dit on fait des jardins îles, effectivement, avec ce principe, avec un Ah pont-levis. oui. Pourquoi pas? Moi, j'ai un jardin qui est en pente comme ça, ce serait compliqué, mais bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée, écoute. Moi, j'ai un terrain super sableux. Je ne sais pas trop comment faire non plus. Et il fait des moules à deux nœuds qu'il met autour des. Alors, je sais pas. En tout cas, tu nous montreras une photo, voilà, ça pourrait être intéressant. Même, tu sais quoi, Adrien, tu m'envoies une photo, comme ça je la mettrai dans l'article ou du replay de la vidéo. Voilà. Alors, Cos, et les pailles de chanvre et de lin parce que c'est sec. Mais moi, j'essaie le plus possible d'utiliser dans mon jardin ce qui vient du jardin. J'ai pas envie d'acheter de la paille, de quoi que ce soit en fait à l'extérieur. Et, et, euh, et en plus, dans mon jardin, personnellement, je paille rien parce qu'il n'y a pas de place pour mettre du paillage. Parce que je préfère que pousse de la coriandre et des trucs spontanés autour de mes pieds de tomates. Si je mets un paillage, et ben je j'ai pas tous ces semis spontanés. Mais on peut, bien sûr que l'on peut. La fougère, alors effectivement, il paraîtrait que la fougère, euh, après, vous savez quoi? Il n'y a pas de vérité en jardinage, il n'y a pas de vérité. Ce qui compte, c'est de tester et d'expérimenter. Donc, moi, j'ai appris grâce à Hervé Covès, j'ai eu cette vision de l'utilité de la limace. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je leur donne vraiment de la verdure et ça a permis de les limiter. Si vous voulez tester après l'efficacité des différents paillages les uns avec les autres, eh ben c'est toujours bien. Vive les tests. Et puis sachant que ce qui est observé à un endroit n'est pas forcément la même chose qui sera observé à un autre endroit. Donc ça peut être aussi, c'est toujours C'est délicat d'extrapoler aussi. Mm. Oui, parce que moi, par exemple, mon sol, il est bien sec. Il est trop sec, bien sableux, etc. Si je mets quelque chose, une paille, peut-être effectivement, peut-être que ça fera effet. Mais peut-être que toi, Gilles, si ton terrain il est bien argileux, en pente et un peu humide, peut-être que ta paille elle va s'imbiber d'eau beaucoup plus vite et ça fera beaucoup moins effet. Ouais. Et Alors, moi, c'est ni argileux, c'est en pente, mais c'est pas très argileux. C'est des sables limoneux, c'est le massif central, hein, donc c'est voilà. Ah tiens, je crois les moules anti attendez, on va voir les moules anti-limaces. Oh là là. Bah, là, les questions fusent là, enfin les questions, les remarques fusent. J'ai du mal à suivre le rythme. Et, je pense que là, si on part sur les paillages, c'est un vaste sujet. Je vous propose qu'on en parle une autre fois. Quand tu mettras la vidéo en ligne, Gilles,
parce que je réponds à Céline, comment conserver l'humidité du sol sans pailler? Je vous montrerai une photo de certains de mes massifs de légumes. Et en fait, quand il y a des plantes vivantes, bah, l'humidité, elle marche, ça marche aussi. En fait, on Euh, conserve l'humidité du sol nu. ap- On paille ap- pour. Mais Après, pour l'humidité, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce que déjà, il faut quand même voir qu'un paillage ne va conserver l'humidité du sol qu'au printemps. Après, dès que l'été arrive, que la végétation recouvre complètement le paillage, toute l'évaporation se fait par les feuilles. Donc déjà, le paillage ne sert plus à rien à ce moment-là pour conserver l'humidité. Donc il faut quand même aussi faire attention à ça. Mais effectivement, en cas de printemps sec, ça peut quand même être assez utile d'avoir du paillage. Après, c'est vrai que je trouve que l'idéal, c'est de pouvoir s'en passer complètement. Mais c'est vrai que c'est quand même pas toujours évident de supprimer. bravo CG1, c'est vrai. Voilà quelqu'un qui suit. Pas trop serrer les plantes entre elles. Sinon, il y en a qui ont suivi, ouais. Alors, le truc par rapport à l'oïdium, pour dire que je me contredis pas trop quand même, c'est que on peut planter ensemble des plantes, il faut de la diversité. Ce qui compte aussi, c'est que, un, ce soit diversifié et que les plantes soient étagées. Parce qu'il faut que chacune des plantes ait accès à la lumière et à l'air. Donc, on peut planter serré des plantes à condition qu'elles soient suffisamment étagées pour réunir ces conditions-là. Alors, je vais montrer la photo que j'ai reçue là. J'ai reçu une photo, voilà, une Oh, imprimante 3D. oh mon Dieu! C'est du sérieux là, attention, hein, ça rigole pas là. Ah, mais ceci dit, c'est vrai que c'est pas bête pour autour des plantes les plants de courge, ça c'est pas bête du tout. Pour les courges, quand il y en a une tous les mètres, ça va, mais si c'est pour les carottes avec une Adrien, je crois qu'il y a un commerce qui s'offre à vous. C'est pas mal. le Je meilleur vois ennemi. Ellie, pour l'humidité, les traces de limaces sont une énorme rétention d'eau, plus que vermiculite et autres siliconés. Faut les récupérer pour les. Moi, je crois que la limace libère beaucoup l'imagination, hein, entre, entre la récupération de mucus de limace. Oui, bon, mais ceci dit, la récupération, ça me semble un petit peu costaud à faire, mais en revanche, ça fait partie du rôle de la limace. Le mucus de la limace dans le sol, hein, va effectivement faire partie de tout le lien des particules du sol entre elles. Ça procède de l'écosystème sol, en fait. Et puis Olivier, justement, nous fait une remarque terrible par rapport à Adrien, faut pas avoir de moustique tigre. Ah, c'est sûr, si en combattant les limaces, on commence à favoriser les moustiques tigres, effectivement. Alors, à ce moment-là, il faudra se débrouiller pour avoir plus de chauves-souris. Mais qui dit plus de chauves-souris? Ça craint en ce moment. Ah! Alors, donc je mets 3 heures à me laver les doigts après une cueillette de limaces, gluant et gonflant, pire que du tapioca. Et encore, on peut regarder les limaces comme des animaux compagnons encore plus. J'ai parfois la petite bouche. Non, la petite bouche de limace. Ça peut Ça être peut être attendrissant. attendrissant. Certaines sont incroyables. La limace tigre, peut-être que Guylaine a à dire à ce propos. Oui, c'est vrai que Euh, après le moustique tigre, la limace tigre. la limace léopard, hein, peut-être plutôt. Ah oui, oui, C'est, effectivement, celle de forêt, ouais, c'est trop en forêt. qui est effectivement tigré, hein. Alors, je vais vous avouer un truc. Je lis un petit peu partout que ouais, ça se lit pas mal sur le réseau qu'il y a des limaces léopards qui mangent les autres limaces. J'ai pas eu le temps de faire de recherche dessus, mais je sais pas. Je suis pas. On en parle beaucoup en ce moment. Je suis un peu sceptique sur le fait de ne pas l'avoir étudié, ça. Mais je sais que c'était. Alors, c'est pas la limace léopard, mais je sais que à une époque, j'avais suivi des Il y a formations une avec. limace qui mange les autres, hein, mais J'ai perdu son nom, une spécialiste des auxiliaires de culture qui est dans le sud-ouest, là, qui est vers Toulouse, là, ouais. qui parlait de la testacelle blanche.
Oui, la testacelle blanche, c'est Ouais, ça, c'est ouais, la ouais. testacelle blanche. Ben oui, il doit y en avoir un petit peu, hein. De toute façon, chaque prédateur a ses propres prédateurs. Donc, de toute façon, oui. Euh, il y a plein de limaces, hein. De toute façon, c'est vrai qu'il y a tout un tas de sortes de limaces. Alors là, il y a un lien. Lien, je vais regarder ce qu'il y a. Tu peux, voilà. Alors, ça soigne aussi les verrues, me disait-on quand j'étais petite. Alors, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un s'est déjà soigné les verrues avec de la bave de limace? Et alors, personne ne me pose de questions sur les fameux granulés bleus. Bah non, Mais non, personne n'utilise ça, non, apparemment ici. mais non, pas ici. Mais lesquels? Le métaldéhyde, le. Les limaces peut se. Bien sûr, tu sais bien, je suis une fan. Mais tu sais bien que j'ai dit qu'avec la loi Labeur, on ne les trouvait plus en vente. C'est. Et oui, voilà. Donc il n'y a plus que du Non, a phosphate de priori, fer. je ne suis pas sûre que les limaces puissent se manger comme les escargots, mais comme je dis à tout le monde, expérimentez et faites-nous part de vos résultats. C'est dommage, hein, c'est plus gros les limaces que les escargots. Effectivement, et puis il y en a beaucoup, Euh, hein. alors, bon, sur les prédateurs, il y en a beaucoup. Il y a les hérissons, il y a les crapauds, il y a les oiseaux, il y a les carabes, il peut y avoir les vers luisants, il y en a tout un tas. Les canards. Alors, les canards et les poules. Alors, mon conseil, oui, les poules peuvent manger des limaces, mais vous aurez beaucoup plus de dégâts dus au lâcher de poules qu'aux limaces. En ce moment, les limaces, elles vont aussi manger de la verdure, les canards aussi. Et c'est en vogue le canard coureur indien. Alors, je ne sais pas si le canard. Peut-être que le canard coureur indien est spécialisé sur la limace et ne va pas Il est très déranger. carnivore, ouais. Et il semblerait que les jeunes, ça faut que les jeunes canards coureurs indiens soient assez efficaces. Mais après, quand ils prennent de l'âge, c'est moins évident. Mm. Oui, et puis c'est quand même beaucoup, quoi. Hein. Ça veut dire qu'il faut un élevage. Hein. Vous savez, vous prenez des canards ou des poules, c'est tout un élevage, quoi. C'est une responsabilité aussi d'avoir des Bien sûr. animaux. Hein. Faut leur donner les bonnes conditions, des bonnes conditions aussi. Euh, il faut avoir du terrain, il faut avoir au moins du terrain en tout cas pour qu'ils puissent s'épanouir. Tout ça pour une régulation de limaces. Et puis vous rappelez-vous que les limaces, c'est des auxiliaires. On en a besoin des limaces aussi. Non, mais elles ont leur rôle dans l'écosystème. Euh, alors, les fameux granulés, bon, on en touche un mot quand même et chacun fait ce qu'il veut. Avant, il existait des granulés anti-limaces, étaient à base de métaldéhyde. C'était effectivement des produits qui étaient toxiques pour les animaux à sang chaud. Et donc, effectivement, qui empoisonnaient, qui avaient une bonne toxicologie malheureusement sur les animaux. Ne sont plus en vente, ils ne sont plus autorisés à la vente. Donc, les seuls granulés qui sont autorisés à la vente, ce sont des granulés à base d'orthophosphate de fer, qui est un résidu du fer. Donc, ce n'est pas issu de la chimie de synthèse, c'est du fer, un résidu, donc c'est du recyclage. Ils ont été, s'ils sont en vente, c'est que leur toxicologie a été étudiée et ils ne sont pas toxiques pour les autres animaux. Ils sont vraiment spécialisés sur les gastéropodes, donc les escargots et les limaces. Ils agissent en bloquant les fonctions digestives des gastéropodes. Voilà. Donc, en fait, les gastéropodes ne peuvent plus s'alimenter et meurent d'inanition. Donc, euh, les vers de terre, enfin, les oiseaux, les hérissons, euh, ça ne leur fera rien. Et s'ils mangent des limaces qui sont mortes d'inanition, ça leur fera rien non plus parce que ça n'agit pas sur le système digestif d'autres animaux que les gastéropodes. Donc, je sais que ça circule, mais je pense que ça circule parce qu'il y a une confusion avec les métaldéhydes qui existaient avant. Pour autant, si on les utilise en toute petite quantité. En toute petite quantité. Il y a du fer dans le sol. Donc, qu'on mette du fer en surface, c'est pas. Je sais, je sais, si tu vas infirmer ou affirmer, je sais pas, Gilles, il n'y a pas de problème, sauf si on surdose.
Ah ben, le fer et le phosphate, clairement, ce sont des éléments, des éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, hein, clairement. On trouve dans le sol, il faut pas en mettre tout le temps. On l'a vu ensemble, les limaces sont embêtantes au printemps. Il n'y a aucune raison d'en mettre ailleurs qu'autour des jeunes plants et des semis et au printemps. Il n'y a pas de raison. Et on en met une petite quantité, pas beaucoup. Alors, Et Ellie, c'est je vois que raisonnable. tu parles des plantes qui manquent de fer. Cela dit, ce fer-là n'est de toute façon pas assimilable. Donc, de toute façon, s'il y a des problèmes de chlorose, c'est dû au blocage du fer. Mais du fer, il y en a énormément dans le sol. Si les plantes en manquent, c'est qu'il est bloqué. C'est pas qu'il en manque. Il est bloqué en général par enfin, souvent dans les sols basiques, quoi. Hmm. Calcaire. Ouais. Euh, le problème du féramol, c'est que dès qu'il pleut et que tu arroses ses bords, ça fait quand même effet longtemps parce que ça a quand même été formulé pour assez bien résister. C'est pour ça qu'il n'est pas en poudre, hein, qu'il est en granulé. Hmm. En fait, s'il pleut très fort, oui, évidemment, ça va finir par le dégrader. Mais quand même, hein, moi, je trouve qu'il dure pas mal de temps. Et puis, de toute façon, c'est l'idée, c'est de protéger un semis le temps que ça devienne suffisamment grand. C'est pas d'en mettre. Oui, c'est Ouais, une fois que la plante pousse, elle est plus attractive pour les limaces, hein. ouais. Sinon, juste le lien qu'on avait tout à l'heure, en fait, c'est quelqu'un qui nous montrait je vais juste montrer de quoi il s'agit. Vas-y. Quelqu'un qui montrait, je sais pas, des espèces de carrés, enfin de rectangles. Alors, je sais pas, si c'est du zinc, je sais pas ce que c'est. Ouais, je sais pas. Il paraît que ça repousserait les limaces, je sais pas trop. Il paraît que c'est très utilisé en Suisse. Alors, Voilà. il y a des barrières anti-limaces, hein, Hmm. qui sont en métal, mais souvent, par contre, c'est un petit peu déchiqueté. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Moi, je les trouve terribles, les limaces. Quand on a des jeunes plants, je trouve qu'elles peuvent grimper partout. Ouais. Hmm. C'est clair. Mais Alors La là, bière, la bière, c'est pas une bonne idée, la bière. Les limaces, elles peuvent faire 3 mètres à peu près. Enfin, elles peuvent se déplacer sur d'assez grandes distances. Et la bière les attire de super, super loin. Alors, bien sûr que vous allez en tuer certaines parce qu'elles vont se noyer. Mais n'empêche que vous allez attirer toutes les limaces des environs aussi. Donc, le mot va se dire, ouais, il y a un bar là, dans ce potager-là. Donc, vous ne viendrez jamais à bout de toutes les limaces. De toute façon, éradiquer un animal, c'est illusoire. C'est illusoire. Si vous allez attirer les limaces, certaines vont se noyer, puis toutes celles qui ne se seront pas noyées, ben, elles vont aller boulotter. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur petite recette, donc c'est pourquoi pas, hein, fil de cuivre autour d'un morceau de tuyau en PVC. Mais si vous n'avez pas encore compris, Guylaine n'a pas envie de vous donner la recette, justement. Aujourd'hui, voulait plus vous faire comprendre comment fonctionne la limace, à quoi elle sert. Et effectivement, après, il y a plein Oui, de trucs de jardinier, effectivement, il y qui a marche plein plus de ou moins trucs de bien, hein, jardin. voilà. Mais effectivement, donc vous en avez cité un paquet, ou aussi des barrières, effectivement, que vous avez évoqué, que ce soit de l'eau, que ce soit de la pouzzolane ou autre chose, ou des aiguilles de pin, peu importe, voilà, c'est vrai que tout ça, ça peut fonctionner. Mais en effet, voilà, il y a plein de L'idée, c'est trucs. surtout tester vos recettes. Moi, je pense que s'il y avait une recette qui fonctionnait vraiment, on parlerait pas de l'animas, tout le monde l'appliquerait, puis voilà, Oui, c'est ça. ça serait clair. Moi, mon but, c'était surtout de vous dire que, à côté du fait que vraiment, quand on a ces petits plants mangés, ces semi-mangés, c'est très, très, très énervant, mais qu'à côté de ça, elle rend quand même c'est un super animal, la limace. Vraiment, hein, pour la vie du sol, hein, la limace, c'est super important. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans dans un jardin ouvrier. Il n'y avait pas une limace, mais je vous dis pas le reste aussi. Mm. Il n'y a rien qui poussait. Il n'y avait pas de limace et c'était pas du tout bon signe. Donc maintenant, je vois des limaces et je me dis, ouais, mon jardin est vivant. Il y a de la limace. Parce que j'aime les limaces. Alors, CGA nous dit que c'est les limaces sous la larbière, ce sont les prédateurs qui trinqueront, effectivement. En tout cas, je vois que là, il y a eu énormément de commentaires. Faudrait peut-être que je mette le chat en ligne d'ailleurs, parce que il y a eu énormément de choses. Je crois qu'on n'a pas tout lu, parce que ça allait tellement vite dans le chat, surtout quand on a commencé à parler de limaces, que, que voilà, je crois on a dû sûrement manquer des questions tellement il y a eu de commentaires. Mais voilà, il est déjà plus de 22 heures passées, donc
pense qu'on peut peut-être conclure pour ce soir. Ah, je vois qu'il y a Adrien qui nous remet une photo. Là, voilà, il va absolument Adrien qui va nous remontrer la collerette dans la serre. Voilà, ça va être l'image de la fin, la collerette dans la serre. Alors, partager Ce sera l'écran. l'image de fin. Je sais pas ce que ça va donner l'image de fin. Attention, Ah, je vais moi, mais peut-être le pas. moule à donuts autour du plan, je trouve ça pas mal déjà, les douves. Alors voilà, il est où? Parce que pourquoi je l'ai pas ici? Attends, je vais voir. Hop. Tac. Voilà, il est là. Voilà, la serre de Adrien. Avec ses. Ah, c'est quoi ça? C'est des bouteilles? C'est quoi? Oh là là, mais j'ai l'impression qu'Adrien est très 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 bricoleur, non? Et très bricoleur, très Ouais. bricoleur. Alors, alors, remarque, moi, je peux faire pareil plutôt que faire un partage d'écran. Je peux mettre un de mes massifs en photo pour Ouais. montrer, pour Vas-y, illustrer ce vas-y. que je disais tout Alors à vas-y, attends, je l'heure. te redonne la main sur le partage d'écran. Non, je pensais le mettre carrément dans le chat. Ah, dans le chat. Ah oui, mais il faut qu'il. Bah, là, le truc, c'est que c'est déjà d'internet, je pense. Ou je sais pas si on peut le mettre. Non, là, c'est pas grave. Ouais, ok. C'est pas grave. Oula, C'est les pas grave. Dorifort. Alors là, on va pas rentrer dans les Dorifort. Voilà, on ne veut plus du plastique, nous dit Ellie. Alors qu'attention, ça va faire débat, hein, ce qu'a mis Adrien. Attention. Les Ah, Dorifort, on va peut-être pas en parler aujourd'hui. Traitement homéopathique, oui, j'en ai entendu parler. Mythe ou réalité, moi, j'en sais rien. On va à voir. La collerette empêche la limace de remonter, d'accord. Voilà, merci à tous pour piège vos des conseils. limaces gourmandes. Voilà, On piège des limaces. Adrien, il est remonté comme une pendule là. Je sais pas comment tu fais, Adrien, pour mettre ces photos dans le chat. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir savoir ça. Mais merci, Cos. Mais est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de regarder la limace autrement? Hmm. Voilà, attends, voilà pour une dernière pour la fin là. Voilà, une petite photo d'Adrien Je là vais essayer de vous sur montrer. ses salades. Mais cela dit, les salades qui sont pas protégées sont quand même jolies. Ah, ben oui. Mais bon, déjà moi à ce stade-là, je pense que à ce stade que les limaces n'attaquent plus les limaces à ce stade-là, hein. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous montrer une photo. Voilà, ouais, je crois qu'il s'est demandé. La Diana Tampia veut une photo de ton Ouais, jardin. C'est une photo je de vais essayer tu. de le mettre dans le chat. Attendez, j'ai des photos partout, donc il faut que j'arrive à en trouver un. Ah, Christine aussi veut ton jardin. Après ça. Ah oui, je sais ce que je vais vous mettre. Euh, Ah, Nathalie te dit qu'elle l'aimait déjà avant la limace, mais que maintenant elle a des justifications scientifiques pour la défendre. Voilà, ouais, c'est voilà, c'est bien. ça. C'était ton objectif, Guylaine, je crois. C'est mon objectif. Je vais vous trouver une photo de ce que je veux dire quand je parle de diversité. Alors, attendez, je fais une petite recherche. Hmm. Hop. Je vais essayer de vous en trouver d'une bonne qualité. Alors, J'ai trop de bazar dans mon. Fermo a levé la main. Alors, Fermo. Alors, attendez, tu voudrais. Attends. Est-ce que. Ça veut dire que tu voulais prendre la parole? Peut-être. Enfin, m'écrivez d'abord dans le chat. Alors, on a beaucoup de choses, hein. Je suis conforté dans ma façon de faire de mon potager. Super. Je vous recommande la lecture du petit livre de Luis Sepúlveda, Histoire de l'escargot, qui découvrit Ah, l'importance de la lenteur. Ah oui. Je manquais d'arguments pour convaincre mon entourage de les laisser en vie. Je sais pas si ça suffira, mais bon, ça pourrait aider. Je bon. plantais déjà plus pour partager avec les limaces, mais oui, je vais leur donner de la moutarde lol dès demain. Alors, je vais essayer avec mon maître pour voir si j'y arrive. Voilà, vas-y, tu fais partager l'écran, tu ouvres ta photo, tu partages l'écran et tu nous montres et tu choisis Vas-y. Alors, bouge pas. J'ouvre l'image. Voilà. Est-ce que j'ai ouvert? Ah, Martine Delomo te dit bravo Guylaine pour avoir résisté à lister les trucs et astuces anti-limaces, faire avec, gestion holistique plutôt que lutter contre. Voilà. Alors, euh, 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 bouge pas. Donc, je vais à partager l'écran. Partager l'écran et tu choisis la fenêtre où il y a Absolument. Ah, le vieux qui lisait des romans d'amour, un livre de biodiversité avec l'homme aussi, c'est de Sepúlveda. Alors voilà, là, tu peux l'agrandir. Je l'agrandis. Ah oui, tu vois, Mais ça, c'est pas en ce moment, ça, hein.
Non, c'est pas en ce moment, mais c'est ce que je trouve sur mon bureau. C'est ce que je trouve sur mon Ah, il y a bureau. Fermo qui te dit de donner le lien de ton site parce qu'il y a plein de photos. Ça, on pourra le mettre dans la description de la vidéo. Oui, alors Mais t'as c'est plus de site, pas. mais t'as plus de site. C'est Alors, Facebook. C'est Facebook. pour l'instant, j'ai une page Facebook qui s'appelle Autosuffisant ou presque, mais je suis en train de faire, de créer le blog. Euh, Ah, parce que tu as eu un blog, mais tu as arrêté, effectivement. Et puis là, tu vas en oui, refaire un. Voilà. oui. Magnifique. Fazan a l'air d'admirer ton jardin. C'est vrai que Bon, ouais, c'est un alors sacré fouillis. c'est pas Ça rappelle un peu le jardin de Jean-Marie Espinasse, un peu avec un peu de tout partout, quoi. un petit peu de tout partout. C'était juste pour vous montrer en fait que moi, ce que je fais, c'est que je plante des trucs je plante différents légumes entre les pieds de tomates. Je fais des rangées, des lignes. Je plante les tomates et au milieu, je plante différentes choses. Là, vous voyez, il y a un chou, il y a des haricots, il y a des poivrons. Donc, je respecte l'espacement entre les légumes pour que ça circule quand même l'air, qu'ils aient un accès à la lumière, mais j'essaie d'utiliser tout l'espace. Et j'ai pas d'endroit pour mettre de la paille. Et comme je paille pas, et ben souvent, là, ça ne se voit pas sur cette photo-là, mais souvent j'ai des semis spontanés de coriandre, d'aneth, de fleurs, de bourrage, de trucs. Euh, et la limace, bon, évidemment, c'est moins grand au printemps, mais la limace, faut qu'elle le trouve le plan au milieu de tout ça. Yeah. Non mais, Effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a quelques petits mots là. C'est là de CG1 qui nous dit mon papa. Alors, hop, pardon. Mon papa allait lancer dans le jardin du voisin en me disant d'un œil coquin avec l'air malicieux. D'ici à ce qu'ils reviennent, ils auront peut-être assez mangé. Encore faut-il avoir de voilà. bonnes relations de voisinage. Et je vois qu'Adrien nous dit qu'il met aussi à se mettre à planter des courgettes dans le jardin d'agrément. C'est vrai que ça, voilà, ça peut effectivement, ça peut être sympa Oui, de casser ces barrières effectivement entre le jardin d'agrément et le vive potager. le mélange, mélangeons, mélangeons. Ouais. Voilà, mais merci. Bien sûr. Voilà. Prochaine conférence sur la méthode de Gertrude Frank, hein, pourquoi pas. Bon. Je développe, j'ai beaucoup fait Gertrude, donc peut-être que voilà, vous avez lu mon bouquin dessus. Et là, j'ai évolué sur Gertrude, parce que Gertrude, elle mettait beaucoup de choux. Hein, c'était quand même C'est bon les choux. suisse-allemande. Hein. mais j'ai un peu évolué donc j'ai créé ma méthode, que vous pouvez suivre sur ma page Facebook. Voilà. Donc on mettra la page Facebook dans la description et dans l'article du blog. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Il y a quelqu'un qui veut le chien dedans, tu vois, hein, sur les herbes, hein, Guylaine, ce que je te disais, il y en a qui nous Oui, ont. mais on a plein de choses. Oui. Et puis dites-nous ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie de parler. Après, moi, ce Ouais. que je vous propose aussi dans un prochain mal aimé, c'est des pucerons. Les pucerons aussi, ouais. Ah, Mandragore. Et Mandragore était là, on t'avait pas encore lu Mandragore là. Merci. Merci d'avoir invité Guylaine, super, très bonne méthode, merci beaucoup. Bon, mais super, voilà, c'est voilà, donc ça arrive tellement vite que j'arrive plus, plus à lire. Voilà, ok, super. Ben, merci à vous tous. On a passé un super moment, je trouve. Ah ouais. Ouais, voilà. Alors, il y a Xavier qui me demande si je vends mon livre sans passer par Amazon. Alors, c'est pas moi qui le vends sur Amazon, hein, c'est Amazon qui l'achète et qui le vend. Mais actuellement, j'en ai plus, mais je vais sûrement bientôt en ravoir dans les semaines qui viennent. Donc, ce sera sûrement à nouveau possible d'acheter mon livre sur le blog. Mais, voilà. Mais sinon, il faut passer par la librairie permaculturelle. Voilà, il y a plein de très très bons livres. Voilà, ben écoute, ben, merci beaucoup Guylaine d'avoir accepté mon invitation, mais c'était super. Là, du coup, ça fait 2 heures que nous sommes ensemble, ça fait une grosse conférence. Il y a eu une activité dans le chat absolument faramineuse. D'habitude, le chat est très actif, mais alors aujourd'hui, ça a littéralement explosé. Quoi. C'est très très C'est dur la à suivre. limace. La limace, c'est trop inspirant. Voilà, effectivement. Allez, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, à très bientôt, et puis Guylaine, ben, au plaisir, voilà, et puis À bientôt sûrement de te tous. réaccueillir sur cette chaîne. À très bientôt, au revoir. Au revoir.